Ici, on est dans le deuxième chapitre de votre cours, deuxième sur 8, où on va traiter principalement de tout ce qui va parler de pathologie cardiaque et circulatoire. Donc, on reste toujours sur le même thème au niveau du module en tant que tel. On va parler des pathologies cardiaques, des pathologies circulatoires, et on a des objectifs spécifiques par rapport à cet atelier. Mais vous allez voir que quand on va arriver dans les autres ateliers, tout ce qui est respiratoire, tout ce qui est lymphatique, etc., en gros, on reste toujours sur la même chose. Donc, c'est l'anatomie, la physiologie, les principales pathologies et les pathologies en fonction des symptômes et arriver à les identifier. Ça reste globalement souvent la même chose. Pourquoi? Mais tout simplement parce que dans votre référentiel, vous avez des pathologies que vous devez prendre. Je n'ai pas le choix, je suis obligé de vous les donner, de vous les montrer, de vous les expliquer. Ce n'est pas pour autant que ces pathologies se retrouvent à l'examen. Donc l'examen, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, c'est un PCL, ce n'est pas compliqué. Généralement, on fait entre 80 et 100%, tout le monde, il y a zéro échec. Ou alors, il ne faut pas être venu au cours, pas avoir écouté et avoir rien lu et ne pas avoir fait les QCM qui sont disponibles sur Internet. Normalement, vous avez accès, c'est juste. Ok, parfait. Vous avez accès à tous les QCM, mais vous avez accès à un QCM, un QCM. Ok, parfait. Normalement, j'ai fait en sorte que vous y ayez accès une demi-heure avant le cours. Donc, par exemple, le QCM, le QCM pour le cours 2, vous y avez accès depuis à peu près midi et demi. Normalement, si tout a été fait correctement, en principe, normalement, vous y avez déjà accès. Donc, on va commencer au niveau anatomique et physiologique. Au niveau anatomique, on parle des pathologies cardiaques. Qui dit cardiaque dit le cœur. Le cœur, il est composé de 3 couches musculaires. De l'extérieur vers l'intérieur, on a d'abord le péricarde, qui est le plus à l'extérieur, puis les périphériques. Ensuite, on a votre endocarde, qui se trouve vraiment entre le péricarde et le myocarde, qui est la partie séreuse intérieure du cœur. Et puis, vous avez le myocarde. Quelqu'un se rappelle de ce que veut dire myo? Ouais, myopathie, on peut partir de ce mot-là. C'est le muscle, d'accord? Et si je rajoute carde derrière, c'est le muscle du cœur, d'accord? Bon, c'est pas foulé, ça va? Périphérie du cœur. Endo, intérieur du cœur. Ok? Donc, vous avez vos 3 couches qui sont les plus importantes finalement, et puis après, vous avez plein de sous-couches supplémentaires qui arrivent. Donc, vous avez tout d'abord votre péricarde fibreux, séreux, puis la cavité péricardique, puis enfin, vous avez votre péricarde séreux qui revient encore une fois, et puis vous avez votre myocarde, suivi de l'endocarde qui est vraiment la partie intérieure du cœur, donc péricarde, myocarde, endocarde, et puis vous avez la cavité intérieure du cœur. Ça va? Bon. Le sang, il va aller se mettre où? Dans le cœur. Il va être en contact avec quoi? Le muscle directement. Si on prend les différentes couches, il va être à l'intérieur du cœur. La cavité, enfin la cavité, non. La couche qui sera en contact avec le sang, ce sera laquelle? Ici. L'endocarde, celui qui est à l'intérieur. D'accord? Endo. Alors, le cœur, il est composé de 4 cavités. Assez facile, normalement. Comme tu dis, vas-y. Voilà. 2 oreillettes, 2 ventricules, gauche, droite, ce qui nous fait les 4 cavités totales. D'accord? En haut, les oreillettes, là on a les oreilles. En bas, les ventricules, là on a le ventre. Puis gauche et droite. Attention, quand vous regardez quelqu'un, vous voyez, à l'envers. Ça va? N'oubliez pas que ça c'est ma droite et ça c'est ma gauche. C'est l'inverse de ce que vous voyez pour l'instant. Ça va?
Alors, les oreillettes, elles sont séparées par ce qu'on appelle le septum interauriculaire, pardon. Donc, on a nos oreillettes qui viennent oreillette et oreillette, et en fait, on a un septum qui vient ici, on sépare un peu les deux. Et enfin, on a le ventricule qui est séparé par le septum interventriculaire, où on va plutôt parler de la partie inférieure. À l'intérieur du cœur, on a beaucoup d'autres choses. On a des cordages, on a des valves. Je ne vous demande pas de les retenir. Ce qui va être intéressant à retenir, ça va être la circulation sanguine. Mais on voit ça un peu plus tard. Deux circulations, la grande circulation et la petite circulation. Ça, c'est la manière dont on l'appelait quand on était en primaire ou en secondaire. Maintenant, vous êtes professionnel de la santé, donc on va appeler ça différemment. On va utiliser les termes scientifiques. La grande circulation, on appellera ça la circulation systémique. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la circulation qui va passer dans tous les systèmes du corps humain. Qu'est-ce qu'on entend par système? On entend le système rénal, le système pulmonaire, le système gastro-intestinal, etc., etc. La petite circulation, c'est la circulation la plus courte en fait. C'est celle qui va passer uniquement par les poumons. Pour la petite circulation, c'est la plus courte, on va commencer par aller au niveau de l'oreillette droite. Vous la voyez, elle est ici en haut à gauche, c'est l'oreillette droite. Le sang qui arrive dans l'oreillette droite, il est schématisé en bleu pour dire qu'il est désoxygéné. Ça veut dire qu'il a très peu d'oxygène et il a beaucoup de CO2. L'idée, c'est quoi avec la petite circulation? C'est d'éliminer ce CO2 pour redonner de l'oxygène, pour pouvoir alimenter les muscles, les organes, etc., avec de l'oxygène pour que ça puisse fonctionner correctement. De l'oreillette, le sang qui arrive dans l'oreillette va être expulsé vers le ventricule droit de l'oreille. Du ventricule, en fait, le ventricule va se contracter très fort et va pousser finalement ce sang vers ce qu'on appelle les artères pulmonaires. Alors, les artères pulmonaires, il y en a plusieurs. Il y en a 4 en réalité. Ici, on ne vous en représente qu'une, ça ne sert à rien de savoir qu'il y en a autant. Vous avez la valve tricuspide, c'est bas, c'est vraiment pas. On arrive dans les artères pulmonaires. Des artères pulmonaires, on va arriver au niveau du poumon, de manière générale. On va détailler ça un peu plus tard, mais ce n'est pas pour l'instant le plus important. Donc, on arrive au niveau des poumons. Des poumons, on va retourner vers ce qu'on appelle les veines pulmonaires. Des veines dans lesquelles il y a du sang qui est oxygéné, il y a beaucoup d'O2 et il y a très peu, voire pas du tout de CO2. Donc c'est oxygéné. On arrive donc avec les veines pulmonaires, on arrive au niveau de l'oreillette gauche ou droite? Gauche, ça va. Oreillette gauche, on descend vers le ventricule gauche et puis on renvoie tout ce qu'on a maintenant. L'oxygène, toutes nos cellules sanguines pleines d'oxygène, on envoie ça vers le système, vers tous les systèmes. Vous voyez que je vous parle d'artères avec du sang en bleu et de veines avec du sang en rouge. En fait, la couleur qu'on va utiliser c'est une couleur standard qui est utilisée partout. La couleur qu'on va utiliser va désigner si le sang est chargé en oxygène ou s'il est chargé en CO2. Pas si ce sont des artères ou des veines. D'accord? Il faut bien faire la distinction. On a l'habitude de voir une grande circulation avec le sang veineux qui est bleu, le sang artériel qui est rouge, le sang artériel il est plein d'oxygène, le sang veineux il est plein de CO2. Oui, c'est vrai dans la grande circulation, dans la circulation systémique, mais c'est faux dans la petite circulation, la circulation pulmonaire. En fait, ce n'est que la représentation du sang et de ce que contient le sang. Ce n'est pas pour représenter veine ou artère. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau du cœur, tout ce qui rentre dans le cœur, que ce soit de la grande ou petite circulation, tout ce qui rentre dans un cœur, ce sont des veines, toujours. Tout ce qui sort d'un cœur, ce sont des artères. Okay? C'est toujours comme ça, que ce soit oxygéné ou désoxygéné, c'est toujours comme ça. Okay? Au niveau de
la circulation systémique, ben donc, on part de l'oreillette gauche, on arrive dans l'ventricule gauche, on arrive juste avant, on a notre valve mitrale qui est entre les deux, et puis ensuite on part vers l'artère aorte, c'est vraiment la grosse artère qui est ici, on appelle ça la crosse aortique, l'artère aorte. On descend et on va aller dans les organes. Dans les organes, dans les muscles, dans tout le système en fait. Le cerveau, on va aller alimenter le cœur aussi, on va aller alimenter nos bras, nos jambes, tout. Pour pouvoir alimenter tous ces organes et tout le reste du corps, en fait, on va utiliser ce qu'on appelle des capillaires, enfin, des artérioles. Ces artérioles vont aller donner de l'oxygène et des nutriments au niveau des organes pour qu'ils puissent fonctionner. Quand ces organes et ces muscles vont consommer finalement cet oxygène, ils vont renvoyer, à la place d'avoir de l'oxygène, ils vont consommer, ça va produire du CO2. Et bien, ce CO2, il faut l'éliminer d'une certaine manière. Pour pouvoir l'éliminer, par quoi est-ce qu'on va passer? On va passer par les capillaires veineux. Les capillaires veineux, c'est plus petit qu'un cheveu. Ça va, pour vous donner une idée de la taille, c'est plus petit qu'un cheveu. Des capillaires veineux, on va arriver aux veines. Donc, on a les capillaires veineux ici, on a nos veines qui viennent ici, d'accord? Et puis ensuite, on va avoir les veines caves. Pourquoi est-ce qu'on parle des veines caves? Parce qu'on a plutôt tendance à penser à la partie basse de notre corps, mais il faut aussi penser à la partie haute de notre corps, à notre tête. D'accord? Notre tête est aussi un muscle, notre cerveau est aussi un muscle qui doit être alimenté en oxygène et de où on va retirer du CO2. Et donc, on a une veine cave inférieure qui va aller chercher, qui va recevoir finalement ce sang désoxygéné, et on a aussi une veine cave supérieure qui va récupérer le sang désoxygéné dans la partie supérieure du corps, tout ce qui est scapulaire, les épaules, les bras et les cervelles. Ça va. Et puis des veines caves, on arrive dans l'oreille droite et on recommence le schéma de la circulation pulmonaire et ainsi de suite. Et c'est un cycle sans fin. C'est toujours le même cycle. On va se concentrer un tout petit peu maintenant sur vraiment le cœur en lui-même. Le cœur, c'est un muscle. Pour que un muscle de manière générale puisse fonctionner, il doit être alimenté en oxygène et en nutriments. Ouais. Comme pour tout. Mais comme le cœur est un muscle, il a besoin d'avoir des artères, des artérioles, pour pouvoir alimenter en oxygène et en nutriments. Mais il a aussi besoin d'avoir des venues, des capillaires veineux et des veines pour pouvoir extraire ce CO2. Mais c'est ce qu'on va appeler la circulation coronaire. Coronaire pour tout ce qui touche autour du cœur. Alors, par l'extérieur vers l'intérieur avec les artères coronaires qui naissent de l'aorte. Donc, on a parlé de la crosse aortique. Donc, vous avez vraiment le sang qui va sortir sur l'image à gauche de la crosse aortique. Et en fait, directement en sortant, vous voyez ici, il y a des petites ramifications, des petites sorties qui se font directement et qui vont alimenter le cœur. C'est la première chose. Donc, le cœur va s'auto-alimenter, va s'alimenter en premier pour être sûr de pouvoir fonctionner. D'accord? Charité bien ordonnée commence par son nom. Donc, il envoie du sang dans l'aorte et il envoie directement en fait autour de nous. On a différentes artères coronaires. On a la coronaire circonflexe, l'interventriculaire, coronaire droite, peu importe, vous n'avez pas besoin de les connaître, il faut juste savoir que le cœur est alimenté par des artères coronaires. C'est tout. Ça va. Alors, le cœur, je dis ça, on sait maintenant comment il est alimenté avec de l'oxygène en oxygène et en nutriments. Il y a des artères coronaires, le système de circulation coronaire. Mais pour pouvoir fonctionner, un muscle, ça va d'un influx nerveux. D'accord? Si vous avez déjà fait un électromyogramme, par exemple, ben en fait, on vous met des petites épines, je vais appeler ça comme ça, et on vous envoie un influx nerveux et on calcule l'intensité du courant électrique que le muscle va accepter ou par lequel le muscle va passer. Alors, en fait, on va avoir plus ou moins la même chose au niveau du cœur, sauf que on a une espèce de pile interne qui vient ici. Alors, cette pile interne, c'est ce qu'on appelle le nœud sinusal.
C'est de là que va démarrer l'étincelle. Vous voyez, quand vous démarrez votre voiture, vous tournez la clé et vous avez une étincelle qui se fait à l'intérieur du moteur pour pouvoir démarrer votre véhicule avec une partie électrique. En fait, c'est le même principe, sauf que c'est comme si vous donniez des coups de clé à intervalles réguliers, en principe. Parfois, c'est un intervalle irrégulier, mais ça vient d'être à intervalles réguliers, on entend. Ça, c'est l'impulsion qu'on va avoir au niveau du nœud sinusal. Il donne une impulsion électrique qui va se propager au niveau des deux oreillettes, gauche et droite. Une fois qu'il s'est propagé au niveau des oreillettes, il va aller à ce qu'on appelle le nœud auriculo-ventriculaire. Auriculo pour les oreillettes, ventriculaire pour les ventricules. Et en fait, c'est le nœud qui va vraiment faire la jonction entre les impulsions électriques qui viennent des oreillettes et qui doivent se propager au niveau des ventricules. Les oreillettes, elles vont se contracter, mais elles vont légèrement se contracter. Elles n'ont pas besoin de beaucoup d'énergie. Par contre, les ventricules ont besoin de beaucoup d'énergie, donc beaucoup d'électricité, parce qu'elles doivent forcer très fort pour pouvoir envoyer tout le sang dans les systèmes. Donc, vous avez le nœud auriculo-ventriculaire qui est ici et qui va se propager, l'électricité va se propager par ce qu'on appelle les faisceaux de His. Ils viennent ici le long. Alors, vous avez toute la branche du septum interventriculaire qui est ici, par lequel on va séparer les deux ventricules. Et en fait, à l'intérieur, vous avez vraiment ce faisceau électrique qui va passer et alimenter l'entièreté du muscle cardiaque. Et puis après, on a des myofibrines de conduction qui vont venir sur le côté pour pouvoir permettre justement cette contraction au niveau ventriculaire et pour permettre au muscle de bien se contracter, pour bien expulser le sang. Généralement, on compte la fraction d'éjection, ce que le cœur est capable de faire sortir en quantité de sang, on le compte en pourcentage. Normalement, là, ici, dans ma pièce, vous êtes tous plus ou moins entre 80 et 90% de fraction d'éjection. D'accord? Un cœur qui fonctionne bien. C'est normal de ne pas éliminer 100% du sang qui se trouve dans le cœur. On peut avoir des gens qui ne vont pas aller bien, qui sont souvent plus âgés, ou bien qui font des pathologies cardiaques, qui vont avoir des infections au niveau du cœur, et qui pourraient avoir une fraction d'éjection de 30%, voire 20%. C'est ce qu'on appelle avoir un peu le cœur comme une chaussette. Vous voyez une chaussette comme c'est assez, on sait l'élargir, mais ça a très peu de résistance pour pouvoir se refermer. C'est un peu le même principe. D'accord? Je vous passe la partie au niveau du P, du QRS et du T. C'est un peu d'intérêt, en tout cas pour l'instant. Alors, au niveau de la crosse aortique et de l'aorte, on a en fait des récepteurs barotraumatiques. On a des barorécepteurs. À quoi ça sert ces barorécepteurs? En fait, ça va servir à pouvoir réguler la pression à laquelle le cœur va pousser le sang vers l'aorte. Mais ce n'est pas le cœur qui a les récepteurs, c'est toute la crosse aortique et toute la partie aorte abdominale et thoracique dans laquelle on va retrouver des récepteurs. Donc, vous avez l'aorte qui vient, qui remonte, vous avez la crosse aortique, puis vous avez l'aorte descendante, puis vous avez l'aorte thoracique, tout simplement qui couvre le thorax, et puis vous avez l'aorte abdominale qui couvre tout simplement la partie abdominale. Puis vous avez un carrefour aorto-bifémoral. Pourquoi? Parce que vous avez votre aorte qui est ici, et puis vous avez vos deux artères fémorales qui sont là. Pour ça qu'on appelle ça le carrefour aorto-bifémoral de fémorale. Alors, il y a des endroits qui sont un peu plus critiques que d'autres. Dans l'aorte thoraco-abdominale, on a vraiment l'aorte viscérale et l'aorte sous-rénale dans lesquelles on va retrouver vraiment des récepteurs qui sont très importants. Et pourquoi sous-rénal et pourquoi rénal est très important? Parce qu'en fait, les reins vont libérer des récepteurs chimiques qui vont augmenter ou diminuer la tension artérielle, donc provoquer une hyper ou une hypotension. C'est vraiment au niveau des reins qu'on va pouvoir trouver ce système. Donc, au niveau des carotides, des crosses aortiques, il y a un ralentissement du cœur qui se fait par la libération de neurotransmetteurs, sécrétés par le système nerveux parasympathique, et la fréquence est signaux-transmise par les nerfs au son bulbaire et bulbaire. Alors, dans les pathologies au niveau cardiaque, qu'est-ce qu'on va retrouver? En fait, on a cinq grandes, pardon. Enfin, 4, et puis ça, c'est une version.
Vous avez l'angor, stable ou instable. Vous avez l'infarctus, stémie ou non stémie. Vous avez les maladies des valves cardiaques et vous avez toutes les insuffisances cardiaques. Ensuite, vient par rapport aux pathologies qu'on a, les OPV cardiaques avec ce qu'on appelle le pontage aorto-coronarien. C'est ça que vous voyez le PAC, pontage aorto-coronarien. On va un peu les détailler, un peu plus en détail en tout cas. Alors, l'angor, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des plaques d'athérome. Les plaques d'athérome, c'est des plaques de quoi? C'est des plaques de cholestérol. De manière générale, c'est des plaques de cholestérol. Mais les plaques de cholestérol, c'est un peu gras, c'est un peu accrocheur. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vos plaques de cholestérol vont avoir des globules rouges qui vont venir se mettre au ronf et qui vont s'agglutiner petit à petit. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un angor? C'est un rétrécissement qui va aller se faire au niveau des artères coronaires. On est toujours bien au niveau des artères coronaires ici. On a les angors stables, ça veut dire que il y a cette pathologie qui est existante et qui ne pose pas trop de soucis pour la personne, généralement. On peut faire des coronarographies, donc ça c'est aller voir ce qui se passe au niveau des artères coronaires du cœur. On fait des images comme une radiographie ou un scanner, comme une radiographie. Et alors, on peut aller voir à quel point les artères coronaires sont libres ou bouchées. Ça dépend. On commence avec l'angor stable, qui est assez bénin, mais qu'il faut surveiller, dans lequel le médecin souvent va préconiser quoi? D'avoir une activité physique, de changer son alimentation, d'avoir une alimentation qui est plus saine, d'avoir peut-être moins sédentaire, d'arrêter de consommer de l'alcool, de limiter la consommation d'alcool, d'arrêter la consommation de cigarettes et d'avoir une vie un peu plus saine. Juste avant de parler de l'infarct, donc l'angor instable, là c'est par contre quand on a des plaques d'athérome qui peuvent se détacher et qui peuvent provoquer des douleurs au niveau du thorax, mais c'est plus des douleurs type gêne que vraiment une grosse douleur thoracique comme on va en parler pour l'infarctus du myocarde. Donc c'est vraiment progressif. On commence avec un angor stable, puis un angor instable, puis on arrive sur un infarctus qu'on appellera non stémique, et puis un infarctus dystémique. Alors l'infarctus, lui, c'est l'obstruction au niveau des artères coronaires. Qui dit une obstruction au niveau des artères coronaires dit qu'il n'y a plus de sang qui permet d'envoyer de l'oxygène et des nutriments au niveau du muscle cardiaque. Ça veut dire que le muscle cardiaque qui est derrière cette obstruction, il n'est plus alimenté. Et quand il n'est plus alimenté pendant un certain temps, il va commencer à se nécroser. Ça après très longtemps, mais en tout cas, il va commencer à ne plus être capable de pouvoir fournir l'énergie suffisante pour pouvoir se contracter. C'est là que les gens commencent à avoir des douleurs dans le thorax, vraiment des douleurs oppressantes, comme quoi, comme si on mettait votre cœur dans un étau avec une coupe très forte. Généralement, ça va provoquer quoi aussi? Une irradiation de cette douleur dans le bras gauche, et ça peut donner une irradiation dans la mâchoire. On peut aussi avoir des gens qui vont être transpirants, qui vont être très pâles ou gris, qui vont une couleur qui est assez typique, assez gris. Alors, deux types d'infarct. On a l'infarctus non stémie, l'infarctus stémie. En fait, la distinction, elle se fait dans quoi? Elle se fait dans l'élévation ou pas du segment ST qu'on va retrouver au niveau du métocardien. Peu d'intérêt à votre niveau, puisque vous n'allez pas faire de CG, vous n'allez pas lire de l'électrocardiogramme. Il n'y a pas d'intérêt ce que vous connaissez la différence entre les deux. Juste savoir que du moins grave au plus grave, c'est l'angor instable, l'infarctus neurostémique et ensuite l'infarctus stémique. En dessous de l'infarctus stémique, c'est la mort. Alors, les gens sont en arrêt cardio-respiratoire. OK? Je sais, c'est un peu très rapide. Comment est-ce que je vais? Ça demande quoi? Alors, les facteurs de risque de l'angor et de l'infarct, ça va être quoi? Ça va être tout ce qui est le tabagisme, le manque de sport, la sédentarité, la consommation d'alcool, de tabac, de drogue aussi, la malbouffe, clairement. Alors, tout ça, c'est les principaux facteurs de risque. Chez la femme, principalement, on va se concentrer sur quoi? Avant 20 ans, avant 30 ans et au-dessus de 20 ans, c'est généralement le tabac qui est le plus à risque.
Après 30 ans, ben, on commence à rentrer plutôt dans la sédentarité, le manque de sport et le manque d'activité physique, tout simplement remplacé par un manque de temps. Beaucoup de choses sont à faire chez vous, que ce soit personnel, professionnel, et donc on commence à perdre le temps de faire son sport et d'aller dehors, rien que d'aller marcher, déjà c'est déjà très bon. Le traitement pour l'angor ou l'infarct, hein, en fonction du type d'angor qu'on peut avoir, de ce que le cardiologue, son cardiologue interventionnel qui vont prendre la décision, on a différents types de traitements qu'on peut retrouver. Un traitement, en l'occurrence, ça va être tout ce qui est angioplastie. C'est quoi l'angioplastie? Ben, en gros, on va aller avec un cathéter, ici au niveau de l'artère radiale. Généralement, on va le côté droit. C'est plus simple en fait pour accéder au niveau du cœur. Donc, on va chercher au niveau de l'artère radiale, mais on pourrait aller en artère fémorale. Donc, je vous le montre ici, au niveau du schéma. Et en fait, on va remonter avec une espèce de caméra. Enfin, c'est pas vraiment une caméra, parce qu'on fait par l'extérieur, avec une espèce de fil. Et on va remonter jusqu'à l'endroit d'un fil qu'on s'est guidé, jusqu'à l'endroit où il y a le caillot. Ce caillot, qu'est-ce qu'on va en faire? Ben, en fait, on va essayer, si on sait passer à travers, ben, on va rentrer à travers avec un ballonnet. On va aller gonfler le ballonnet. Et autour du ballonnet, en fait, il y a une espèce de filet qui sait s'expandre, mais qui ne sait pas reprendre sa forme initiale. Donc, plus on gonfle, plus il va grandir. Et une fois qu'on va dégonfler le ballonnet, il va garder la forme qu'il a pour l'instant. Ça, là, c'est ce qu'on appelle mettre un stent. Vous avez déjà entendu ça? Bon. Voilà comment on met un stent. Il n'y a rien de dingue, il n'y a rien de fou. Mais parfois, ce qu'on doit aller faire, c'est quand on n'arrive pas à passer à travers, en fait, on doit aller casser ce caillot. Et généralement, quand on casse le caillot, ben, pour ne pas qu'on trouve la même chose un peu plus loin, on essaie d'aspirer ou de récupérer en fait ces fragments qu'on a créés. Ça va? Avant d'aller mettre le stent, puisque d'office, en fait, à ce moment-là, il y a un risque pour qu'il y ait de nouveaux caillots qui se forment. Et en fait, ce stent, il y a un produit anticoagulant qui se met dessus, et donc ça empêche qu'à cet endroit-là, en tout cas cette portion de stent, il y ait des agrégats de globules rouges qui se passent. Alors pourquoi est-ce qu'on ne met pas un stent sur l'entièreté de l'artère coronaire? Eh bien, en fait, tout simplement parce que le stent, une fois qu'il a pris sa dimension, il ne sait plus se rétrécir. Or, les artères sont aussi une forme de muscle. Donc, les artères ont la capacité de pouvoir se contracter un petit peu pour justement faire avancer le sang. D'accord? Et donc, bah, si on met un filet rigide partout au niveau des artères coronaires, bah, en fait, notre sang, il va avancer, mais simplement parce que le cœur le pousse. Et plus grâce à l'action légère des artères. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on en met que sur certaines portions et pas partout. Les pathologies des valves cardiaques, ça c'est tout plus pour info, mais tu ne vais pas les connaître spécifiquement. On a ce qu'on appelle les sténoses aortiques, hein, ça fait partie de différentes sténoses qu'on peut avoir. Ça c'est sur la valve aortique, on peut l'avoir sur la valve mitrale, sur la valve tricuspide, en fonction. En gros, une valve, là ici on est sur une valve tricuspide. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, j'ai trois parties. Puis j'ai la valve bicuspide sur laquelle j'aurai moins de partie de l'eau. D'accord? Je vous dis, il ne faut pas être trop malin pour votre docteur. Il faut juste avoir une bonne mémoire. Donc, vous avez votre valve tricuspide qui est ici et qui est normale, elle est saine. D'accord? Il n'y a rien de spécial. On voit qu'il y a de micro-ouvertures, mais franchement, pour que le sang passe par là, c'est déjà assez compliqué. Donc, il faut avoir un petit peu qui passe au sel. Et puis, vous avez des valves sténosées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, on a un rétrécissement d'ouverture de la valve tricuspide ici. Et quand elle va s'ouvrir, elle va avoir du mal à s'ouvrir, mais quand elle va se refermer, elle va avoir du mal à se fermer aussi. D'accord? Il y a une petite partie qui va rester ouverte. OK? Alors, au niveau de l'insuffisance aortique, c'est vraiment au niveau de votre valve aortique qui est présente ici. Vous le voyez ici.
Vous avez une valve aortique qui est bien fermée et qui est normale. Ça, c'est normalement quand vous êtes jeune, en bonne santé, et que vous n'avez jamais, sauf quand on est jeune, qu'on ne peut pas avoir ce genre de pathologie, qu'on ne peut pas avoir une insuffisance cardiaque. Il y a des jeunes, une vingtaine d'années, qui font des pathologies bactériennes au niveau du cœur, qui peuvent attaquer les valves, et chez nous, on peut trouver une insuffisance cardiaque sévère avec des fractions d'éjection de 30 ou 40%, alors qu'ils ont 20 ans. Tout simplement parce qu'ils ont été infectés. Donc, ici, on le voit, on a en fait cette valve qui n'est plus aussi franche, aussi rigide, je vais dire ça comme ça, que pour empêcher le sang qui a été éjecté vers l'aorte de revenir dans le ventricule. Ça, c'est une insuffisance aortique. Vous voyez la différence entre l'image du dessus et l'image du dessous, c'est que l'image du dessus, vous avez vraiment cette espèce de pointe de chapeau qui se fait, qui est bien droite, alors que l'image du dessous, la pointe de chapeau, elle est beaucoup plus affaissée. En fait, elle a du mal à se fermer correctement. Et en fait, avec la pression qui règne au niveau de la haute, qui est quand même assez importante, hein, on parle on est en millimètres de mercure, on parle de minimum 120 millimètres de mercure, donc pour une montée plus haut, c'est quand même déjà des pressions assez conséquentes. La question c'est fort théorique. Il n'y a pas énormément de choses à retenir. Vous verrez avec le QCM que ça, c'est de l'impôt, c'est chouette à savoir, c'est bien, c'est la culture générale, mais ça ne change rien à votre prise en charge. Rien, oui et non. Vous allez voir qu'après, quand on va arriver dans le système circulatoire, il y aura un impact en fait du système cardiaque qui aura, le système cardiaque aura un impact sur le système circulatoire. Ça va? Donc, dans la décompensation cardiaque, qu'est-ce qu'on va retrouver? On peut retrouver une surcharge en pression ou une surcharge en volume. La surcharge en pression, c'est quoi? C'est un ventricule qui va lutter contre une résistance qui augmente au niveau de l'éjection, et puis après, il y aura la dilatation. Dès qu'il y a une surcharge en volume, ça va être le ventricule qui doit faire face à une trop grande quantité de volume quand il y a un étirement de vie. Donc, là, ici, vous avez un cœur normal. On se concentre sur le ventricule gauche uniquement. Pourquoi? Parce que c'est le ventricule qui va donner le plus de puissance. Donc, dans le ventricule gauche, vous avez un certain volume qui doit rentrer dans l'intérieur du ventricule. Puis, une fois que le sang a rempli le ventricule, en tout cas en partie, il y a une impulsion électrique qui va dire qu'il faut contracter le ventricule pour éjecter ce sang vers l'aorte. Ici, tout se passe bien. Là, ça ne se passe pas si bien que ça. Alors, soit on a une réduction du volume de sang qui est pompé vers le corps, avec un ventricule qui est dilaté, soit on a une diminution de la capacité du ventricule à éjecter la quantité de sang normale. Donc, on va avoir les deux. L'altération de la contractilité cardiaque. Ce qu'on peut avoir aussi, c'est que comme le ventricule droit, et là ça devient un peu plus touchy, le ventricule droit n'arrive plus à envoyer l'entièreté du sang vers la petite circulation, la circulation pulmonaire. Il faut voir ça un peu comme un système avec des tuyaux et qui tourne en boucle. D'accord? Un peu comme une piscine. Dans une piscine, vous avez la piscine en tant que telle et vous avez la pompe par laquelle va passer l'eau. L'eau va être filtrée dans cette pompe et retourner dans la piscine. Ouais. À un moment donné, quand ça rentre dans la pompe, il y a des fragments qui vont se mettre dedans, des crasses qui peuvent se mettre dedans. Il y a une augmentation, donc il y a ça se boucher au niveau de l'aspiration. Et on va commencer en fait à avoir cette pression qui va augmenter à l'entrée et une pression qui va diminuer à la sortie. Si on reste dans un circuit qui est relativement fermé et pas avec une piscine qui est aussi large, en fait, on va commencer à avoir une diminution de ce qui va être rééjecté et une augmentation de pression et une augmentation de la pression de ce qu'on va essayer d'aspirer. C'est un peu le même principe au niveau du cœur. Voilà. Donc, vous voyez ici différentes possibilités. Vous avez l'hypertrophie du cœur avec congestion de la poitrine, vous avez l'excès de liquide autour des poumons avec un essoufflement, et vous avez le gonflement des jambes et des pieds avec un œdème. Comment est-ce que ça s'explique? Tout simplement, en fait,
Donc on a deux possibilités, hein, ça va. Là, ici, on a un défaut au niveau du ventricule gauche. Là, ici, on a un défaut au niveau du ventricule droit. Pourquoi? Quand mon ventricule gauche, le ventricule qui va recevoir le sang qui vient des poumons. Quand mon ventricule gauche ne fonctionne pas correctement, il n'arrive pas à éjecter le sang qui se trouve à l'intérieur du ventricule. Je vais avoir une augmentation du volume du sang à l'intérieur du ventricule. Ouais. Ce volume qui va augmenter va empêcher le sang qui vient de mes poumons de rentrer dans le ventricule. Ouais. Mais ce sang, à un moment donné, devient aller quelque part. Et le sang, c'est composé de quoi? C'est composé de plasma. Le plasma, c'est de l'eau. De l'eau libre, on appelle ça. Comment est-ce qu'on va diminuer la pression qui va régner au niveau des veines pulmonaires? En fait, tout simplement avec ce plasma qui va rentrer par les alvéoles pulmonaires. Dans vos poumons, vous avez les alvéoles pulmonaires et vous avez des petits capillaires qui viennent se. Il y a un échange qui se fait entre l'oxygène et l'oxygène qui est dans les alvéoles pulmonaires et les capillaires qui sont juste à l'extérieur. Et en fait, par augmentation de la pression, il y a de l'eau libre, du plasma, qui va rentrer à l'intérieur des alvéoles pulmonaires et qui va constituer de l'eau qui va augmenter petit à petit le niveau. Sauf que normalement, à l'intérieur des alvéoles pulmonaires, c'est censé être vide, de rien. Sinon, il n'y a pas d'échange qui peut se faire. D'accord? Si vous mettez votre tête dans l'eau, vous essayez de respirer, ça ne va pas aller. Ben, c'est le même principe avec les alvéoles pulmonaires et avec le sang. Et au fur et à mesure que cette pression au niveau du ventricule gauche va augmenter, ben, en fait, il y aura de plus en plus d'eau qui va être mettre dans le poumon. Okay? Et ça aura des répercussions sur tout le reste du système par la suite. Diminution de la saturation, augmentation de la tension artérielle, etc., etc. Ça va? Ça, c'est le problème du ventricule gauche. Maintenant, on a un problème avec le ventricule droit uniquement. Le ventricule droit, il n'arrive pas à envoyer suffisamment de pression de sang vers les poumons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les veines caves qui sont derrière, donc vient dans le système en arrière, les veines caves vont avoir trop de liquide. Si les veines caves ont trop de liquide, elles peuvent en accepter une quantité maximum, mais au-delà, il faut bien que ce liquide aille ailleurs. Ouais. Où est-ce qu'on va aller trouver ce liquide-là? Dans les jambes. C'est tout simplement de la gravité ici. OK? Ça va? Donc, vous voyez la distinction oreillette gauche, oreillette droite. Ventricule gauche, ventricule droit. Ça va? Alors, les signes et symptômes de la décompensation cardiaque, ça va être quoi? Bah, si vous me comprenez, si vous avez bien compris d'où vient le problème, en fonction de si c'est à gauche ou c'est à droite, vous allez les retrouver. Si j'ai un problème au niveau du ventricule gauche, une insuffisance cardiaque gauche, ça va impacter quel système? La respiration, puisqu'il y a de l'eau qui va aller dans les poumons. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont avoir une dyspnée, une difficulté respiratoire. Il peut avoir quoi d'autre? Si on a moins de capacité à aller donner de l'oxygène et à récupérer du CO2, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Vous avez déjà mis une pince ou du doigt? Une désaturation. Alors, quand on parle de la cyanose, c'est les gens qui désaturent. Dans le côté insuffisance cardiaque droite, on a retrouvé les œdèmes des membres inférieurs, on en a parlé juste avant, on peut retrouver l'acide aussi. Alors, l'acide, c'est aussi dû aux personnes qui peuvent consommer de l'alcool de manière régulière et assez importante. C'est vraiment un liquide qu'on va retrouver au niveau abdominal. Des épanchements plus gros avec tout du liquide qui peut se mettre autour du poumon. On peut avoir une pollakiurie. Vous savez ce que c'est une pollakiurie? C'est si on se décortique. Non. Urie, c'est. Voilà. C'est en fait uriner souvent. Très très souvent. La pollakiurie. Et généralement des quantités qui ne sont pas très grosses.
La rétention d'eau, ce que nous on appelle la rétention d'eau de manière générale, ben, en fait, ce sont les œdèmes des membres inférieurs. Et alors la tachycardie, pourquoi? Parce que le cœur veut compenser, donc il va essayer de battre plus vite pour essayer d'éliminer plus, mais en réalité, il fait pire. Ça va? Et il ne serait pas fait d'autre chose. Lui, c'est sa seule solution. D'accord? Dans les facteurs de risque, qu'est-ce qu'on va retrouver? Bon, on va retrouver l'infarct. Quelqu'un qui a déjà fait un infarct et qui n'a pas forcément été traité va avoir une nécrose qui va se faire au niveau de son muscle cardiaque. Qui dit nécrose au niveau du muscle cardiaque dit que le muscle cardiaque ne va pas fonctionner correctement. Et qui dit qu'il ne fonctionnera pas correctement dit que ça n'éjectera pas suffisamment de sang dehors du ventricule. Ça va? L'arythmie, ça c'est les gens qui ont un rythme cardiaque qui n'est pas régulier. Donc normalement, dans un rythme cardiaque qui est régulier, vous avez un pouls qui est bien frappé. Si vous prenez votre pouls sur l'artère radiale, vous sentez quand vous partez sur votre poignet, vous prenez comme repère le radius, donc l'os qui est à l'extérieur, et comme autre point de repère, le tendon qui est à l'intérieur, il est plus vers l'extérieur. Vous mettez vos doigts entre les deux, vous sentez votre pouls. Normalement, il est régulier. S'il n'est pas régulier, ben, vous invitez à consulter un cardiologue, c'est très bien. Le diabète, c'est quoi le diabète? La glycémie, ouais. Et à quoi avec la glycémie? Un problème d'insuline? Pas toujours. Mais dans certains cas, oui. C'est du sucre dans le sang. C'est du sucre dans le sang. Alors, on a tous du sucre dans le sang, heureusement. Un excès. Alors, en réalité, c'est soit une surproduction de glucose, on produit trop de glucose, soit on ne produit pas assez d'insuline. Alors, quand on dit qu'on produit trop de glucose, c'est un peu mal expliqué. Donc, on a deux types de diabète. Diabète de type 1, diabète de type 2. On verra plus en détail dans nos endocrinologues. Diabète de type 1, c'est les gens, en gros, qui ne produisent pas assez d'insuline. Et donc, on leur donne de l'insuline supplémentaire par les injections. Diabète de type 2, c'est des gens qui produisent assez d'insuline, mais pas une insuline suffisamment utilisable. D'accord? Et on ne fait pas ça avec un système de clés. On a un nombre de clés, mais les clés ne sont pas toutes bonnes, et donc on ne sait pas toutes les utiliser, etc. Ça, c'est diabète de type 2. Et alors là, où ils prennent généralement des cachettes pour leur aider à mieux créer leur input. Ça va? Les valvulopathies, ça veut dire quoi, ces valvulopathies? On décrit une maladie de bas. L'hypertension artérielle, trop de tension. L'embolie pulmonaire. Qu'est-ce que c'est qu'une embolie pulmonaire? Ça, c'est un œdème du poumon. C'est un caillot. Une embolie, c'est un caillot. D'accord? Un caillot qui va aller boucher en fait une partie de l'artère pulmonaire. Alors, les embolies pulmonaires, on voit plus ça en partie respi. Les embolies pulmonaires, ça peut être de petites. Il faut savoir que les poumons sont alimentés avec des artères, mais les artères peuvent être de gros calibre ou de petits calibres. Si c'est une petite embolie pulmonaire, c'est un petit caillot, ça peut toucher un petit endroit. Il pourrait y avoir une petite désaturation avec une douleur thoracique. Voilà. Par contre, quand on est sur une embolie pulmonaire massive, là, en fait, on parle d'un caillot qui est beaucoup plus gros et qui va déboucher une grosse artère qui amène un trou. Et on pourra avoir des embolies pulmonaires massives bilatérales. Ça veut dire qu'on a deux poumons qui sont atteints. Ça va? Là, c'est des gens qui désaturent plus, qui sont à 60% de saturation, ils sont tout au niveau des lèvres, des oreilles, du nez, du thorax, des oies. Et c'est des gens chez qui on a besoin d'aller très rapidement à l'hôpital. Et enfin, on a la sténose aortique. On a parlé des différents sténoses qu'on peut avoir. On trouve qu'il y a la sténose aortique, sténose mitrale, etc. Vous en avez d'autres qui sont ici. Donc, vous avez les facteurs de risque cardiovasculaire traditionnels et non traditionnels. Traditionnel, ben, l'hypertension, le diabète, la dyslipidémie. C'est quoi la dyslipidémie? C'est quoi? Ouais, dysfonctionnement des lipides. En fait, il y a trop de lipides. Trop de mauvais lipides. L'âge, c'est trop de cholestérol. Oui. L'âge, en fait, plus on devient vieux, plus on devient à risque, tout simplement. L'hyperhomocystéinémie, c'est un nom peu compliqué, bah, on ne s'en occupe pas ici, c'est non traditionnel. Le stress oxydant,
Alors, stress oxydant, c'est quand les gens reçoivent trop d'oxygène, hein, entre autres, les personnes qui, à l'époque, étaient prises en charge en ambulance, quand ils faisaient une douleur thoracique, on leur mettait d'office de l'oxygène 100%. Mauvaise idée, parce que le sang, c'est un peu comme du fer. Dans le sang, vous avez du fer, une molécule de fer, enfin du fer. Mais vous prenez du fer dehors, il y en a pour l'instant un temps magnifique avec pas beaucoup de pluie, il n'a plus qu'une seule fois, mais ça fait 3 semaines. Vous avez du fer et vous avez de l'eau. Ça a un liquide. Et avec ce liquide, on va ajouter de l'oxygène. Qui dit du fer, de l'eau et de l'oxygène, dit ça rouille. La rouille, c'est de l'oxydation. D'accord. C'est ce qu'on appelle le stress oxydatif au niveau de l'hémoglobine. Voilà. Les différentes inflammations qu'on peut retrouver, les anomalies de métabolisme phosphocalcique, donc c'est le phosphore et le calcium, et enfin, dans tout ce qui est anémie, ceux qui ont une tendance à être souvent anémiques ont alors plus de risques au niveau cardiovasculaire. Alors, les pontages à orthocoronariens, voilà, ça c'est un gros pontage à orthocoronarien, c'est un gag, en plus elle est très rare, ça ne fait pas toujours dans la ménagère. Voilà. C'est un traitement chirurgical qui est assez lourd. Alors, ça va traiter quoi? Une ou plusieurs lésions coronaires. D'abord, avant d'arriver au PAC, au pontage à orthocoronarien, on va d'abord passer par les stents. D'accord. On va d'abord faire les coronarographies, on va d'abord faire des stents, 1, 2, 3 ou 4, ça dépendra un petit peu. Et au bout d'un certain temps, quand on voit que finalement ça ne fonctionne pas assez, ben, en fait, on va aller remplacer ces stents par un pontage à orthocoronarien. Fois 1, fois 2, fois 3, fois 4. Ça va? Ça peut être jusque fois 4. Il y a des âges. Quand même, pour faire un pack, on ne va pas commencer à faire un pack chez un vieux monsieur de 98 ans qui est gravataire en zone de repos, tout simplement parce qu'en fait, il ne survivra pas. Parce que c'est une chirurgie qui est lourde. C'est une chirurgie sur un cœur arrêté. On ne sait pas travailler sur un cœur battant pour faire un pontage orthocoronarien. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, on va aller chercher une veine Saphen, qui se trouve au niveau de la jambe. On peut aller chercher une veine au niveau du bras. On va aller chercher un morceau de veine, c'est pas très grand, hein, un morceau de veine. On coupe ce morceau de veine-là, on rapproche les deux veines au niveau de la jambe, on prend la veine, on la met sur un champ opératoire, on va chercher par l'intérieur et on la retourne. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur d'une veine, on a des valvules qui permettent au sang, en fait, quand il remonte des jambes vers le cœur, il ne pas redescendre. L'idée, comme dans une artère, il n'y a pas ces valvules-là, c'est de retrouver la partie extérieure de la veine qui est toute lisse. Et donc, l'extérieur de la veine devient l'intérieur, et c'est ce qui va permettre de faire le pontage entre les deux parties de l'artère coronaire. Parce qu'il y a une portion de cette artère coronaire-là qui est malade, qui ne fonctionne pas, dans lequel il y a trop de déchets, en ce qui ça comme ça. Ça va? Donc, vous avez votre artère qui vient. Là, ici, c'est obstrué, ça ne fonctionne pas bien. En fait, on va prendre la veine et on va bypasser, comme un bypass au niveau gastrique, on va bypasser au niveau de l'artère. Là, vous vous doutez bien que si on bypasse au niveau d'une artère, au niveau du cœur, si votre cœur continue à faire comme ça tout le temps, ça va être compliqué de faire des sutures correctes et être sûr qu'il n'y a pas de liquide qui sort de ce pontage qui va se faire. Donc, on arrête le cœur, tout simplement. On met une canule fémorale, généralement, plus une canule qui vient en carotidien ou en sous-clavier, ça dépend. Et en fait, on fait circuler le sang par une machine, ce qu'on appelle une ECMO. ECMO, c'est un truc dont on a parlé pendant le Covid, si vous vous souvenez bien. On parlait de jeunes qui avaient accès à des ECMO. L'ECMO, c'est la membrane d'oxygénation extracorporelle. C'est une machine qui n'est pas bien grande, hein. C'est une machine qui est grande comme ça, à peu près, qui est relié avec une bouteille d'air et une bouteille d'oxygène. Parfois, il n'y a pas de bouteille d'air, ça va chercher l'air en dehors, ça dépend. Et alors, il y a la canule fémorale qui vient aspirer le sang et qui vient amener le sang dans la machine pour pouvoir oxygéner correctement le patient. Et l'autre canule qui va revenir jusqu'au niveau de la veine jugulaire pour renvoyer le sang chez le patient. On est grosso modo à 2 litres, 3 litres par minute qui passent par la machine et on est à 3500 tours minute.
Donc, ça tourne déjà beaucoup. 3500 tours minute, c'est plus rapide que ce que le moteur de votre voiture est censé faire. Pour vous donner une idée. Voilà. Donc, il faut s'imaginer que le jour où ça arrive, la canule lâche, les gens sont morts. C'est, voilà, ça arrive. Ça arrive, c'est un risque inhérent à la chirurgie. Alors, pendant la chirurgie, c'est assez rare, parce que c'est une courte période, c'est une chirurgie qui dure entre 4 et 6 heures, généralement. Maintenant, quand les gens restent avec des ECMO pendant de plus longues périodes, pendant plusieurs jours, parfois pendant plusieurs semaines, et c'est le risque qui peut arriver. Pourquoi? Parce que la pression est intense. Voilà. Donc, cette réponse chirurgicale d'une ou plusieurs lésions coronaires, responsable d'angine de poitrine ou d'infarctus du myocarde, et on va greffer un greffon artériel ou veineux sur une artère coronaire qui est malade. On le fait en thoracotomie. On vient découper en fait au niveau du thorax. On vient faire une incision chirurgicale. Puis vous doutez bien qu'il faut quand même bien accéder au cœur. Pour accéder au cœur, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper dans le sternum. Ça va. On coupe dans le sternum, on prend des pinces, on agrandit le sternum et on va atteindre le cœur. Mais c'est encore plus sympa de le voir que l'image de film. Alors, une fois qu'on a accédé au cœur, on travaille sur le cœur non battant, on l'a arrêté par des médicaments et par de la glace. On travaille dessus, on passe avec, donc là ici on ne le voit pas, mais on passe sur le ECMO. Une fois qu'on a tout terminé, on referme le tout, on met des drains. Donc les deux drains qui sont ici sont en réalité pour absorber la quantité, parce qu'il y a quand même eu du sang qui est sorti au niveau du cœur pendant qu'on se dessus. Mais il faut quand même évacuer ce sang qui est dans la cavité thoracique. Pourquoi? Parce que s'il y a du sang dans la cavité thoracique, ben, le cœur n'est plus capable de pouvoir s'agrandir suffisamment et il a besoin d'un peu de place. Il a besoin de quelque chose de mou. Qu'est-ce qu'on a de mou dans le thorax? Les poumons. Ça va. S'il y a du sang, le sang c'est incompressible, l'air c'est compressible. Donc, on met les deux drains de manière à pouvoir évacuer ce sang qu'on pourrait récolter. Généralement, c'est des patients qui sont extubés plus ou moins 3-4 heures, qui sont intubés pour l'opération. Alors, vous vous doutez bien, il est mort pendant un certain temps, son cœur ne va pas. Et donc, ils sont extubés, on retire leur tube pour respirer quelques heures après avoir fini la chirurgie. En soins intensifs, toujours. Ils ont des petites sondes d'électrostimulation qui sont directement implantées, qui sont mises au niveau du cœur. Et en fait, ces sondes d'électrostimulation, elles servent à quoi? En fait, elles servent tout simplement à pouvoir donner une impulsion électrique au cœur si jamais il y a un problème qui va arriver. Il y a plein de précautions qui sont prises pour ne pas que ça arrive, mais voilà, c'est le dernier rempart. Donc, à un moment donné, ben, vous voyez ces deux sondes, ces deux drains qui sont présents. Ben, qu'est-ce que vous pourriez faire comme soin chez quelqu'un comme ça? Ben, en fait, beaucoup de choses, pour autant que ça ne va pas sur le thorax. Simplement. D'accord? Donc, tout ce qui est au niveau visage, tout ce qui est au niveau des bras, au niveau des jambes, ça, il n'y a aucun problème. Mais par contre, tout ce qui est au niveau thorax, ben là, on n'y touche pas. Personne, en fait, n'y touche. D'accord? Même au niveau infirmier, on va très peu chipoter au niveau de cicatrices du cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque infectieux. On fait ça quand le chien revient pour voir s'il n'y a pas une infection de guerre. On fait le pansement avec lui, etc. Et alors, ben, évidemment, il faut voir où on a été chercher le greffon. Si on a été chercher le greffon dans une veine certaine, dans une veine de la jambe, ben, on aura un drain aussi. Pourquoi? Parce qu'on a ouvert, ça a un peu saigné, on a pris une veine, on a cousu, donc il y a toujours un peu de sang. Et donc là, il y a un petit drain de un petit drain sous le lit, et qui se remplit généralement par beaucoup. Mais donc évidemment, cette jambe-là, on ne peut rien y faire. Ça va. Durée de l'intervention, 3 à 6 heures. 3 heures, franchement, c'est sportif et c'est très rapide. 6 heures, c'est déjà une grosse durée. Généralement, c'est 4-5 heures. 6 heures, c'est déjà pas mal. Alors, ils en font deux sur la journée. Ils en font un le matin qui commence à 7 heures et ils font une deuxième qui commence à 14 heures à peu près. 13-14 heures et ils finissent à 20 heures. Donc, vous voyez ici la cicatrice. Alors, la cicatrice, donc là, elle est mal faite, hein, cette cicatrice-là, on s'en trouve bien, mais il y a un énorme bout de boulet qui est dessus. Comment? Voilà.
Donc, le truc, c'est que tant qu'il y a des points, évidemment, on ne touche pas, hein, tant qu'il y a des points, voilà, c'est toujours embêtant. Il reste généralement 5 jours à l'hôpital avant de retourner à la maison. Et dans le rare cas, ils vont avoir des complications chirurgicales qui vont augmenter le temps d'hospitalisation. Ici, on est sur un patient qui n'a que ça, parce qu'on lui a déjà retiré ses 2 drains. Et là, on a une cicatrice qui est déjà bien faite. Et là, normalement, on va bientôt retirer les points. Alors, les points, nous, on ne les retire pas à l'hôpital. Pourquoi? Parce que c'est des points qui, généralement, restent plus ou moins une dizaine de jours. Donc, comme il reste que 5 jours à l'hôpital, en fait, c'est le médecin traitant ou l'infirmière à domicile qui va retirer. Un point sur 2 d'abord, et puis après tous les points. Et donc, vous pourriez vous retrouver avec des gens à domicile qui vont avoir une cicatrice au niveau du thorax. Faire attention quand vous êtes ce genre de choses-là. C'est des gens qui ne peuvent pas faire d'efforts, de gros efforts. Pourquoi? Parce qu'en fait, le sternum, comme je vous ai dit, on avait découpé au niveau de la cage thoracique. On a scié, en fait, on prend juste une disqueuse et on vient couper au niveau du sternum, donc on bouge en deux pour pouvoir accéder au cœur. Et en fait, une fois qu'on a fini, en fait, on vient juste avec du fil, c'est une espèce de. Genre, c'est une tête. C'est un espèce de gros fil de fer et on passe dans les côtes, enfin, entre les côtes, pour aller refermer la cage thoracique tout simplement. Et en fait, c'est ce fil de fer-là qui va rester et qui va permettre qu'il y ait de nouveau une jonction qui soit faite avec l'os. C'est comme quand vous cassez un os finalement, sauf que ici, c'est une découpe qui est bien belle, bien propre, bien franche. D'accord? Ça va se refaire. Ça va se refaire. Il y aura un cal osseux qui va se refaire, et ça prend des semaines. Hein. Ça prend 6 à 10 semaines pour se refaire correctement. Et alors, quand les gens sortent de l'hôpital, ils ont une consigne, c'est que tout mouvement qu'ils veulent faire, s'ils commencent à tousser, des choses comme ça, ils doivent avoir ce qu'on appelle une poupée. La poupée, ça va être quoi? C'est très con, une poupée. C'est une alaise qu'on plie en deux. Vous la mettez en gant, hein. Vous la pliez en deux, et puis vous la roulez. Et puis on prend du scotch, un scotch au-dessus, un scotch au bout, un scotch au bas. Et en fait, c'est leur poupée. Pourquoi? Parce que c'est légèrement dépressible quand même. Ils doivent la mettre contre le thorax chaque fois qu'ils se lèvent, que ce soit de coucher à assis, d'assis à debout, de se pencher. Normalement, on leur dit de ne pas se pencher, plutôt de baisser sur leurs jambes, etc. D'accord? Tout ça, c'est des choses qu'ils doivent avoir, qu'ils doivent garder avec eux pendant quand même déjà un bout de temps. Et alors, il y a de la kiné aussi qui est faite de cœur pour pouvoir faire la réveillation cardiaque, comme on dit ça. Et généralement, réveillation cardiaque qui se fait à l'hôpital, mais en ambulatoire, qui viennent uniquement pour leur réveillation. Ça va? Jusque-là, ça va? Un petit peu la fenêtre. À ce point-là, oui. J'ai envie de dire, non, mais quand tu dis pas longtemps. Ouais. Des questions sur les pathologies cardiaques? Ça va, il y en a qui sont devenus un peu plus blanches, un peu plus rouges, ça dépend. Donc, en synthèse, 4 points que vous devez retenir. Ça, c'est les 4 points qui sont vraiment super importants pour le cours. Et vous allez voir que chaque atelier, je vous subdivise la matière, les 300, je ne sais pas combien de pages que j'avais faites là, je les subdivise en chapitres. D'accord? Là, ici, on fait un chapitre aujourd'hui. On a déjà fait un chapitre il y a 3-4 semaines. À l'intérieur de chaque chapitre, chaque fois, je vais le subdiviser en ateliers. D'accord? L'atelier sur la pathologie, enfin, le système cardiaque, l'atelier sur le système circulatoire. À l'intérieur, à la fin de chaque atelier, je vais vous donner la synthèse. Cette synthèse, c'est les points qui sont vraiment importants pour votre examen et votre pratique quotidienne. Il y a des choses que je vais vous dire, c'est super important. Ça n'apparaîtra pas à l'examen, mais par contre, ça veut dire que vous allez le retrouver dans la vie de tous les jours dans votre travail. Voilà. Surtout en hospitalier. La petite circulation, comme on l'appelait avant, c'est la circulation pulmonaire. La grande circulation, c'est la circulation de tout le corps, c'est la circulation systémique. On détecte un infarctus par des douleurs thoraciques irradiantes, des sueurs, et ça peut arriver au décès. Et en cas de détection d'un infarctus, il faut appeler les secours et il ne faut pas faire d'efforts aux patients. Je pense que ça, je l'ai pas dit. On appelle le secours et on ne fait pas faire d'efforts. Chaque effort que vous faites, vous levez, vous marchez, en fait, vous allez demander à votre cœur plus de travail. Or, il faut demander moins de travail à son cœur, justement pour
limité. Pourquoi? Parce que quand vous demandez un effort à votre cœur, ben en fait, votre artère, mettons que votre artère elle fait 10 cm de diamètre, ce qui est totalement faux. Quand vous allez demander de faire un effort, ben en fait, vos artères elles vont se réétudier. Pourquoi? Pour augmenter la pression, pour permettre d'amener plus de sang vers les muscles. Mais sauf que ici, quand vous avez votre artère à 10 cm de diamètre, elle est déjà bouchée. Si vous lui demandez de se refermer encore, ça va être encore pire. D'accord? Donc, on ne demande pas aux gens de faire un effort. OK? Oui. On le place comment? Parce qu'on est face à une personne qui est en train de faire un... Position de confort. Il n'y a jamais... Position de confort, c'est quoi? Il n'y a pas de dépense. Quand il est inconscient et qu'il respire, c'est la position intérieure de sécurité. Mais s'il est conscient et qu'il vous dit j'ai mal dans le thorax, ça irradie dans la gauche, ben en fait, la position dans laquelle il est mieux, tant qu'il ne se lève pas et qu'il ne marche pas. Ça va? C'est juste ça. Si maintenant il est en semi-assis et il est bien comme ça, tant mieux pour lui. S'il est demi-assis, tant mieux pour lui. S'il est demi-assis penché en avant, tant mieux pour lui. Tant que il ne se lève pas et qu'il ne marche pas. D'accord? Donc, il n'y a que s'il est inconscient qu'on le met en position latérale. C'est ça. Que inconscient, qui respire, chez qui on est en position latérale sécurité. Ça va. On a eu le cas il n'y a pas très longtemps, en maison de repos, où au final on a eu une infirmière qui a détecté que le patient était inconscient, et elle a dit ah oui, mais un inconscient, il faut le mettre en PLS. En fait, non. Un inconscient qui respire, on met en PLS. Un inconscient qui ne respire pas, en fait, il faut le masser. Il faut faire une réanimation pulmonaire. D'accord? Et donc, bah, le temps qu'on arrive, il fait mort. Alors, on est arrivé, mes collègues sont arrivés après 17 minutes, le SMUR est arrivé après 24 minutes. Concrètement, non, pardon, l'ambulance est arrivée après 17 minutes, il a dû rappeler un SMUR, parce que l'appel était mal défini, c'était pas clair ce qu'elle racontait. Et mes collègues ont trouvé quelqu'un qui était inconscient et qui ne respirait pas, et donc ça a massé. Et s'ils avaient fait, si elle n'est pas formée à faire du massage cardiaque? Si, c'est une soignante. Et voilà. Parce qu'elle a retenu que inconscient égale PLS. Et il y a inconscient qui respire et inconscient qui ne respire pas. Inconscient qui respire, je suis d'accord, c'est Donc, plutôt que peut-être. parce qu'en plus, les trucs qu'ils me disent, c'est faites ça, comptez jusqu'à 3, je vais quand même. Moi, je bien taper le dur. Mais quand c'est un qui dit il est inconscient et je l'ai mis en PLS, bah, en fait, ça, chez le centraliste, ça ne dit pas qu'il faut poser plus de questions, parce que c'est un professionnel de la santé. C'est une aide-soignante, c'est une aide. On ne commence pas à mettre en doute les compétences des gens. Ah, bah, ok, d'accord, donc c'est lui qui est inconscient et qui fait suivre. Oh, non, non. En fait, il est mort. Donc, Il pose normalement ces questions-là. ah oui, c'est une question de Parce qu'il respire. ouais. Santé respiratoire. Mais ça, c'est fait chez les personnes lambda. Les gens qui ne connaissent rien. Quand c'est des professionnels de la santé qui s'identifient comme tels, il y a un peu moins de questions de bateau, personnes habituelles qu'on a au téléphone, et on fait plus confiance. Ben, voilà. Malheureusement, ben, parfois, il ne faut pas faire confiance. Il faut poser toutes les questions. Voilà. Ben, chance. Ça va? OK? Des questions sur la synthèse? Je dis que ça dure combien de temps? 2 heures et demie. Ça fait 1 heure. OK. Donc, maintenant, on a vu un peu le système cardiaque, on a vu la pompe. Maintenant, on va voir tous les tuyaux qui sont associés avec cette pompe, c'est-à-dire le système circulatoire. OK? Pas de question? Je veux que tu me lèves la main. C'est ça que tu veux. Ah, c'est bon. Ça ne veut pas qu'on disait la ici. Donc, on va reconnaître ici la physiologie circulatoire et l'anatomie circulatoire. On va reconnaître les différentes et principales pathologies qu'il y a au niveau circulatoire, et on va pouvoir être capable d'identifier les différentes pathologies en fonction des symptômes qu'on va trouver. Le sang, puisque à l'intérieur du système circulatoire, on a principalement du sang. Le sang, c'est un tissu, comme la peau. C'est un peu le plus considéré comme un tissu. Le sang est un tissu. Un tissu liquide qui circule dans l'entièreté du corps grâce à des conduits ou plutôt des vaisseaux. Ces vaisseaux peuvent être des vaisseaux veineux,
ou des vaisseaux artériels. À l'intérieur des vaisseaux, vous allez retrouver des globules rouges, les gros ballons rouges ici, qui sont en forme de rond, avec une dépression à l'intérieur. Des globules blancs, les trucs un peu plus violet mauve, d'accord, des formes un peu plus spéciales. Des plaquettes. Les plaquettes, vous les voyez ici, une espèce de petit crabe un peu bizarre. Et tout ça va baigner dans quoi? Dans le plasma. Je vous ai dit tout à l'heure que le plasma, c'était de l'eau libre, on appelle ça. D'accord? C'est pas de l'eau comme on boit, mais c'est plus ou moins le même principe. Okay? Chez un adulte sain, grosso modo, on a à peu près 5 litres de sang. Ça varie en fonction du poids, en fonction du poids et en fonction de la taille. Vous vous doutez bien quand même que si je vais chez la petite nonna qui mesure 1,55 m et qui pèse 45 kg, elle n'aura pas le même poids que si je vais chez le voisin d'homme qui mesure 1,95 m et qui en pèse 130. Ce n'est pas le même volume qu'on va faire circuler. Sinon, il y a un problème. Si lui, il a le volume de la nonna, il ne va pas se sentir bien. Si elle a le volume de son voisin, elle risque d'être en hypertension et de ne pas se sentir bien non plus. Okay? La composition du sang, c'est quoi? C'est grosso modo 45% de globules rouges, 55% de plasma et 1% plus ou moins de globules blancs et de plaquettes. Plus ou moins. D'accord? Alors, au niveau du vaisseau en tant que tel, quand vous vous blessez, quand vous vous coupez, en fait, au niveau de votre bras, de votre peau, vous avez plein de c'est microvascularisé. C'est pour ça que vous saignez un petit peu. Quand vous vous coupez, à un moment donné, vous voyez que ça arrête de saigner, que ça coagule. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'homéostase. Vous avez, quand quelqu'un, par exemple, va avoir une amputation, donc la main est coupée franche, en fait, il y a une réaction qui va se faire automatique. C'est les vaisseaux qui ne vont pas rester gros, ne vont pas rester ouverts. Automatiquement, il va y avoir une vasoconstriction réactive. Ça va se refaire tout seul, en fait, c'est normal. C'est une mesure de protection pour éviter de perdre trop de sang. On va avoir avec la vasoconstriction une formation du clou plaquettaire. Qu'est-ce que c'est que le clou plaquettaire? C'est les plaquettes. Vous avez vu les petits trucs qui ressemblent à une espèce d'étoile ou de crabe. Les plaquettes, en fait, vont toutes venir pour essayer de colmater la brèche. On va entendre ici, c'est comme une brèche. Hein. On a un spasme qui va se faire au niveau vasculaire. On a des fibres de collagène avec la formation du clou plaquettaire qui va venir se faire pour essayer de colmater la brèche. Puis on a la coagulation, donc là on va avoir des globules rouges qui vont venir se mettre avec le clou plaquettaire pour pouvoir reconstruire un petit peu finalement ce vaisseau sanguin. Et puis on aura ce qu'on appelle la fibrinolyse. C'est quoi? Il y a une fibrine qui vient de se mettre au niveau du clou plaquettaire et de la coagulation. Et cette fibrine, à un moment donné, doit partir. Et c'est donc qu'on va la casser et l'enlever une fois que le vaisseau sera bien fait correctement. C'est ce qu'on appelle la fibrinolyse. La lyse, c'est la destruction de la fibrine. On voit ici aussi, vous avez des plaquettes qui viennent avec les hémoglobines, avec le sang, pour pouvoir faire la coagulation. Puis vous avez une espèce de fibrine qui vient se mettre pour emprisonner les érythrocytes et les plaquettes pour pouvoir former le caillot. Et puis après, la fibrinolyse qui va se faire. Et puis vous avez, donc là on parle du sang, vous avez le don de sang en tant que tel. Le don de sang, c'est assez important. Pourquoi? Parce qu'en fait, un jour, dans votre vie, vous ou quelqu'un de votre entourage aura besoin de sang. Statistiquement. Je ne dis pas que d'office, mais statistiquement, il y a à peu près une personne sur 5 de mémoire, sur 7, une personne sur 7 qui en aura besoin. Or, aujourd'hui, il y a une personne sur 10 qui donne son sang. Alors, il y a des raisons de ne pas donner son sang. C'est toutes les contre-indications, on donne le sang.
les personnes qui par exemple des partenaires multiples sans garder le même partenaire en continu, les personnes qui se sont faites opérer, qui ont un délai à respecter pour pouvoir donner leur sang, les personnes qui ont subi une endoscopie ou bien une intervention chirurgicale au niveau de la bouche, les personnes qui consomment de la drogue, jusqu'à peu, il y avait encore les homosexuels qui étaient considérés dedans, mais qui, de mémoire, maintenant ne le font plus. Donc voilà, il y a différentes contre-indications au don de sang, mais qui généralement est temporaire, mais généralement pas à vie, mais ça pourrait arriver. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez le savoir? Tout simplement, vous vous présentez dans un centre de sang et vous pourrez aller poser vos questions et aller éventuellement donner votre sang. C'est bien, c'est chercher, on cherche les gens pour du sang. Il faut savoir que quand vous travaillez à l'hôpital, généralement, on peut vous donner une demi-journée de congé pour pouvoir faire du sang. On prélève grosso modo entre 250 et 300 minutes maximum. Voilà, pas beaucoup. Et on prélève gentiment, une minute, une demi-heure, parfois en 45 minutes. Il faut peser un poids minimum et il faut avoir une tension minimum pour le faire. Si vous vous présentez, vous êtes avec de tension, on va vous dire que vous pouvez rentrer à la maison. Si vous arrivez, vous pesez 45 kg, on vous dira que vous pouvez rentrer à la maison aussi. Là, en l'occurrence, ce que je peux faire, c'est que vous pèse 45 kg, ça devrait aller justement. Et tout le monde a l'air d'être au-dessus de tension, ça devrait aller aussi. Pour l'instant, rien, aucun substitut n'existe au sang. Donc, si on n'a pas de sang, on ne sait pas en donner aux gens. Ça va. On a des techniques qui permettent de récupérer le sang de la personne qui est sur la table du bloc opératoire, ce qu'on appelle le cell saver. C'est une espèce d'aspiration. Au fur et à mesure qu'on aspire le sang à l'intérieur des cavités abdominales ou thoraciques, en fait, cette aspiration ne part pas juste dans une poche pour être jetée, ça part dans un système qui va filtrer et qui va récupérer uniquement les globules rouges pour pouvoir après les rendre au patient. Alors, ça permet de diminuer finalement la quantité de sang perdu, généralement fait dans les urgences, dans les chirurgies d'urgence, dans lesquelles ça peut être un peu sanguinaire. Donc là, on va essayer de récupérer un maximum pour donner le moins de sang de quelqu'un d'autre derrière. Donc, il y a une compatibilité dans le sang. Et donc, c'est pour ça que des gens, comme par exemple le Rhésus AB, sont très fort recherchés parce qu'il n'y en a pas beaucoup, tout simplement. Et donc, quand il y a un AB qui se pointe, si on n'a pas du AB pour correspondre avec lui, on ne sait pas forcément lui en donner. Si on peut lui en donner avec du O, mais tous les O ne sont pas forcément compatibles avec des AB. D'accord. Puis il y a les résultats positifs et négatifs, et là, on rentre encore un peu plus dans la panne. Ça va? En 30 minutes, ouais, on dit que vous pouvez sauver 3 vies. Pourquoi? Parce que votre sang, on va les prélever au niveau de votre bras, au niveau du bras qu'on prélève. C'est une grosse aiguille, il ne faut pas. Une fois que c'est dedans, c'est fixé, ça restera pendant une demi-heure, grosso modo. À la fin, vous avez une boisson avec pendant, une boisson et un petit truc à manger. Voilà, en plus, elles sont bien sympas. Elles piquent bien, généralement. Elles piquent mieux que dans les centres de prélèvement pour faire les biologies sans vie. Elles piquent vachement mieux, généralement. Et donc, avec votre sang, il est composé de quoi? De manière générale, il y a quoi dedans? Il y a des globules rouges, des globules blanches, ouais, des plaquettes et on a du plasma. C'est pour ça qu'on dit 3 billes. Plaquettes, plasma et globules rouges. C'est en ça qu'on va diviser votre sang. D'accord? Les globules blancs, on ne s'en occupe pas. Les globules blancs, ils sont filtrés, ils sont ça. Et donc, on va faire ça, mais ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de machinerie, d'outillage, etc. Et il y a des centres qui sont désignés pour pouvoir le faire. Donc, par exemple, on peut aller faire cette fameuse séparation du sang à Namur, à la Croix. D'accord. Il y a un centre qui est prévu à la Croix-Rouge qui ne fait que ça pour l'entièreté de la Wallonie et des Bruxelles. Déjà conséquent. Il faut savoir que vous n'êtes pas payé pour donner votre sang, je ne donne pas une rétribution financière, mais le jour où vous allez faire une poche de sang, en gros, une poche de sang, ça coûte de mémoire entre 250 et 450 € la poche.
Pourquoi? C'est pas parce qu'il y a un parmi qui donne du sang, c'est pas pour ça. Je vous ai dit, votre sang, on peut l'utiliser en. Et donc, voilà, les machines qui permettent la centrifugation du sang vont le séparer dans les trois parties, et ça coûte de l'argent. Le maintien, la conservation, le stockage des poches de sang, de plasma et de plaquettes coûte de l'argent aussi en termes d'énergie, en termes de matériel, en termes de personnel et en termes de propreté. Et donc, c'est ça qui fait que ça coûte très cher. Là où ça coûte encore plus cher, c'est quand on arrive au niveau des plaquettes, parce que les plaquettes douillent, parce que c'est vraiment pas facile à séparer et à récupérer spécifiquement. Et donc, on a la possibilité aussi, c'est de faire un don de plaquettes. Là, vous avez dans les centres spécifiques pour faire du don de plaquettes, donc on peut faire du don de sang partout où il y a des prélèvements de sang en rouge, par contre, le don de plaquettes, on peut le faire qu'à certains endroits bien spécifiques. Et là, vous n'êtes pas parti pour une demi-heure, vous êtes parti pour 2 à 3 heures. Parce qu'en fait, d'emblée, vous allez vous sentir beaucoup mieux qu'après. Je ne dis pas que vous sentez mal après un don de sang, hein, mais vous allez vous sentir bien mieux après un don de plaquette qu'après un don de sang. Tout simplement parce qu'en fait, on vient chercher votre sang. Automatiquement, via la machine, on sépare les plaquettes du reste. On garde les plaquettes et on vous prend le reste. Et donc, en gros, vous avez moins de plaquettes, vous allez risquer, si vous avez un accident, si vous avez etc., de saigner un peu plus, parce que vous avez moins de plaquettes qui permettent de faire le clou plaquettaire et de faire la coagulation. Mais au moins, vous avez toujours votre quantité d'hémoglobine de base. Vous gardez la même quantité d'hémoglobine et la même quantité de plasma. On a juste retiré les plaquettes. Ça va. OK? On peut faire la même chose avec le plasma aussi. On peut faire la même chose avec le plasma de mémoire, oui. Ça va, ça prend du temps aussi. OK? Le sang, à quoi ça sert? On vient de l'expliquer. Une fois qu'il est prévu chez quelqu'un, on peut le constituer en globules rouges plasmatiques, séparés, traités et préparés pour être transportés vers les hôpitaux selon les besoins, divisés en 3 produits sanguins, donc un don de sang pour sauver 3 vies. Dans quelle situation est-ce qu'on peut transfuser quelqu'un de globules rouges? Vous avez ici un globule rouge, plaquette et plasma. Le globule rouge, tout ce qui est hémorragie, les accouchements difficiles, les interventions chirurgicales. On peut aussi avoir, dans certains cas de la chimiothérapie, les gens qui ont la chimiothérapie. Mais là, on va plus partir sur les plaquettes, avec les leucémies et les lymphomes. Et alors, au niveau du plasma, c'est tout ce qui est maladie génétique, déficit immunitaire. Et on a fait un test de traitement au Covid par le plasma. Ça a fonctionné pas mal. Donc, on prenait le plasma des gens qui avaient été guéris du Covid, on le traitait et on le réinjectait chez les gens qui étaient consentis, évidemment, en termes de résus et de sanguin, pour pouvoir éliminer et s'assurer de voir s'il y avait une évolution cognitive. En fait, ils récupéraient plus vite. Maintenant, on parle de gens qui étaient intubés, ventilés, en service de soins intensifs et qui avaient du mal à récupérer. On peut avoir une transfusion de sang. On peut avoir une transfusion de l'un des trois séparés. Les trois en même temps, on en parle. Donc, on donnera des globules rouges. Une fois que les globules rouges sont finis, on peut donner du plasma. Quand le plasma est fini, on peut donner des plaquettes. Et ça peut être sur la même journée. Et au visuel, ça reste non, c'est totalement différent. Donc, le globule rouge, c'est rouge assez foncé. Il y a rien ici qui a cette couleur-là. Presque, non, presque comme la coque de ton téléphone. Mais un peu plus rougeâtre. Un peu plus rougeâtre. Le plasma, c'est un jaune un peu urine. Et c'est assez liquide, c'est fort liquide même. Et alors les plaquettes, c'est un jaune un peu plus comme la feuille qui est sur le banc, là ici à côté de toi, un peu plus jaunâtre comme ça, mais qui est beaucoup plus visqueux. Oui, rouge, c'est le rouge. Maintenant, ce ne sera pas un rouge comme une sortelle comme ça. Voilà, c'est assez foncé. D'ailleurs, quand c'est couché comme ça sur la table, ça ressemble un peu à un gros monstre de beefsteak.
Voilà. Et le sang peut se garder au frigo pendant plusieurs jours. On ne peut pas garder tout le monde non plus. C'est pour ça qu'en fait, quand on a du sang qui est trop vieux, en fait, on est obligé de le jeter. C'est bête, on le jette à la poubelle de 150 à 150. Mais on est obligé. On ne peut pas le garder au-delà d'un certain niveau. Combien de temps, quand vous appelez le sang il peut rester combien de temps? C'est vraiment voir un petit peu d'analyse. Quand vous faites une prise de sang, plusieurs heures. Que vous pouvez jours. Non. Sauf au frigo. Oui, mais justement, le laboratoire de ça, il garde le Au frigo. Et c'est combien de jours? C'est 2-3 jours, généralement. Ça peut monter à 4 jours, mais non. Normalement, après 2-3 jours, c'est bon. Nous sommes arrivés en pleine période Covid, quand on n'avait pas les restrictions d'analyse sanguine. Et quand on finissait la nuit, on prélevait, c'est du sang artériel, donc on voit si j'en fais, on prélevait le sang dans des tubes comme quand vous allez au laboratoire, et puis ces tubes-là, on les mettait au frigo. Alors en fait, on savait qu'on se mettait au frigo. Et d'une fois qu'on se fait du frigo, là, par contre, il fallait que l'analyse soit faite. Alors le laboratoire qui récupère les tubes de sang, bah, eux les remettent dans des endroits qui sont plus frais, mais c'est pas un frigo non plus. Une heure pour les conséquences. Ils doivent être prévenus quand c'est comme ça? C'est d'office? Oui, parce que normalement, on a la possibilité, donc quand ils reçoivent vos tubes de sang, généralement, ils les gardent pendant 24 heures, parce que leur médecin peut demander à rajouter des généralement, après, il y a des endroits qui les gardent 12 heures, d'autres endroits, une fois que ça a été fait, ils jettent le tube. Surtout dans les analyses routinières. C'est pas quand vous avez fait une prise de sang dans un laboratoire, et puis c'est juste une routine, et parfois ils jettent le tube. Quand ces analyses un peu plus poussées, un peu plus spécifiques sur le l'hôpital, alors souvent ils la mettent. Maladie génétique, et ça. Alors, dans les principales pathologies du système circulatoire, qu'est-ce qu'on va trouver? Le sacro-saint AVC. Vous savez quoi AVC? Accident vasculaire cérébral. Est-ce que vous savez combien d'AVC différents on peut avoir? Deux gros, dont un qui va se subdiviser en deux parties. Donc on a l'AVC quoi et quoi? C'est pas systémique. Non. C'est pas de malaise vagal non plus. Ischémique. Voilà, donc on a l'AVC ischémique. Et c'est quoi l'AVC ischémique? Ouais, ça peut être au niveau. Alors ça va toujours au niveau. Enfin, ici, en l'occurrence, parce que c'est un accident vasculaire cérébral. Donc c'est au niveau cérébral, au niveau du cerveau. Ischémique, ça veut dire quoi? L'AVC se fera généralement d'un côté ou de l'autre, effectivement, mais ça c'est de manière générale. Soit il est ischémique ou l'autre, de l'autre, on va essayer de trouver le mot après. Donc on a un AVC ischémique, et ischémique, ça veut dire quoi? Une ischémie. Ça, c'est pas une information ischémique. Ischémique, ça veut dire qu'en fait, il y a eu un caillot qui est venu obturer la partie vasculaire, sur l'artérielle, au niveau cérébral. Et donc, si un des deux, c'est un AVC ischémique qui obstrue avec un caillot, l'autre AVC, ça pourrait être quoi? Toujours au niveau cérébral. Toujours au niveau cérébral. On a l'accident vasculaire cérébral ischémique avec un caillot, et on a l'accident vasculaire cérébral. Qu'est-ce qu'il le cerveau, c'est un muscle. Il a besoin d'être impliqué ensemble. Ouais. D'un côté, je mets un obstacle qui empêche le sang de continuer son chemin. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? À la place d'avoir un obstacle qui l'empêche de continuer son chemin. Qui fait rentrer où? Ouais. Et donc, comment? Qu'est-ce qui va se passer au niveau du vasculaire? Un AVC hémorragique. Quand c'est plus ou moins un peu comme une rupture d'anévrisme, mais l'anévrisme c'est particulier. Là, on en parlera après.
Donc, c'est vraiment, vous avez votre conduit, hein, on conduit comme la piscine, on prend le même principe. Hein. La piscine, les tuyaux, on a la piscine, on a un tuyau qui rentre dans la pompe, le tuyau qui sort de la pompe pour faire la piscine. Et puis à un moment donné, le tuyau qui vient dans la piscine, on a fait un trou dedans, il y a de l'eau qui sort, c'est le même principe. Hein. Ça va? Ça, c'est un AVC hémorragique. L'AVC ischémique, c'est on a pris une grosse boulette et on est allé la mettre dans le tuyau. Il n'y a plus rien qui passe. Ça, c'est l'AVC ischémique. Et après, dans l'AVC ischémique, il y a deux sous-divisions. L'AVC ischémique, celui qui reste permanent, etc. Et puis, on a l'accident ischémique transitoire. L'AIT. C'est le même principe. Hein. Il y a de nouveau une espèce de boulette qui s'est mise dans le tuyau, sauf que toute seule, elle s'en va. Elle se désagrège. Du coup, on ne voit pas ça. Alors, il y a quand même ici un symptôme de l'AVC, parce que l'AIT peut durer jusqu'à 24 heures. D'accord. Donc, il y a quand même des signes et symptômes, mais ils sont transitoires. Alors, ça peut durer quelques minutes, quelques heures, normalement pas plus que 24 heures. Sinon, ça peut être considéré comme un AVC ischémique. Ça va? Ok. On va essayer de symptômes, soit ici, soit dans le cours de neurologie. Je ne sais plus. Vous avez l'hémorragie cérébrale. L'hémorragie cérébrale, ça change un peu plus ce que tu disais avec la rupture d'anévrisme. Ça va. Et enfin, on a l'œdème cérébral. Et là, on va un peu. C'est dû à un choc, ça. C'est pas forcément dû à un choc. Ouais, on va en parler. Ça pour. C'est plus une hémorragie cérébrale. Mais on va en parler. Donc, l'AVC, qui est l'accident vasculaire cérébral, on a l'AVC ischémique transitoire ou non, on a une obstruction d'un vaisseau qui correspond à plus ou moins 80% des cas d'accident vasculaire cérébral. Et puis on a l'accident vasculaire cérébral hémorragique, dans lequel il y a une rupture d'un des vaisseaux sanguins qui fait que le sang ne va pas remonter. Il va sur le côté, mais il ne va pas à sa destination finale. C'est plus ou moins 20% des cas. Et donc, on a l'accident ischémique transitoire, un petit caillou qui bloque temporairement une artère dans les AVC ischémiques. Vous avez la bonne représentation ici. Donc là, on est sur un AVC ischémique. Hein, on a une obturation qui va se faire au niveau du cerveau, avec un flux sanguin qui est arrêté. Alors, soit c'est permanent, ça reste et c'est trop gros, donc là, c'est un AVC ischémique, ou alors c'est un petit caillot qui va se désagréger tout seul, et là, on parlera d'un accident ischémique transitoire ou un AIT. L'AVC hémorragique, vous le voyez ici, hein, la rupture du vaisseau, quand le vaisseau est affaibli ou malade. Et alors, on a tous les facteurs de risque. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Et là, vous allez pouvoir vous reconnaître dedans, certains. Tabac, qui fume? Personne ne fume. Personne. Oh, et ceux qui fument personne. La rabote, ça compte aussi. Des médicaments tous les jours, hormis la pilule. Ouais, ça pourrait avoir un impact. Ouais. Obésité. Le stress. Là, je pense que tout le monde peut lever la main. Hein. À moins que vous soyez peace and love. Ouais, ça m'étonnerait. Les maladies cardiaques. Alors, maladies cardiaques, attention. On parle des maladies cardiaques que vous avez, mais aussi les maladies cardiaques qui sont connues dans la famille. Voilà. C'est ce qu'on appelle les facteurs favorisants familiaux. Diabète, et pareil, votre diabète et le diabète que vous connaissez dans la famille proche, hein, on s'entend bien. Le cousin germain éloigné de l'arrière-cousine, machin, on s'en fout. Par contre, vos frères, vos soeurs, vos parents, vos grands-parents, ça c'est important. La sédentarité physique, ça veut dire quoi encore sédentarité? Ce que vous faites actuellement, ce que je ne fais pas très longtemps, parce que je n'aime pas marcher. La tension artérielle élevée. Alors, c'est pas une tension artérielle élevée, c'est quelqu'un qui a une tension artérielle qui est supérieure à 15 de tension de manière chronique, donc sur une longue période. Que vous montiez à 15 de tension une fois de temps en temps parce que votre mec vous en rendrait, normal. D'accord? Mais rester à 15, 17 de tension tout le temps, c'est pas normal. Il faut aller consulter son médecin traitant et il faut prendre des cachets pour bien la tension artérielle. D'accord?
L'alcool, les gens qui consomment de l'alcool ne répondent pas à la question. Qui consomment de l'alcool quotidiennement. Quotidiennement ou même de manière régulière, hebdomadaire. Ça veut dire que, donc là on rentre dans l'alcoolisme, on voit ça dans les pathologies psychiatriques, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de se substituer à la consommation d'alcool hebdomadaire, toutes les semaines. Voilà. Ça peut être 2 verres d'alcool, comme ça peut être 2 bouteilles. Mais voilà, ça fait partie des facteurs favorisants. Le taux de cholestérol élevé, pourquoi? Tout simplement, c'est comme dans la femme. Hein. Vous avez trop de cholestérol, trop de lipides, ces lipides vont s'accumuler. En s'accumulant, il y a de la fibrine qui va aller se mettre dessus, enfin, des plaquettes qui va se mettre dessus, avec des globules rouges. Qu'est-ce qui se passe après? Paf, ça fait un grève. Autant au niveau du cœur qu'au niveau du cerveau, ça change rien. Ça n'a rien. Ça va? Alors, on a un petit test à faire quand les gens ont des signes et symptômes ou quand on suspecte un AVC. C'est quoi? C'est le VIT en français, le FAST en anglais. D'ailleurs, c'est la même chose. Le VIT, c'est le visage. On va demander aux gens de sourire, faire un grand sourire. Qu'est-ce qui va se passer quand ils vont sourire? Une moitié qui va rester au même endroit ou qui va même s'affaisser. Et l'autre qui va se lever. Ensuite, c'est l'incapacité de bouger un membre. Vous leur demandez de lever les 2 bras en fermant les yeux. Lever les 2 bras, et quand il lève les 2 bras, ça fait comme ça. Non. Vous leur demandez de serrer les 2 mains. Pour eux, ils serrent les 2 mains dans la main. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a un côté qui serre moins, voire pas du tout. Ça, c'est la capacité de bouger un membre. Les troubles de la parole. Alors, on peut avoir on peut aussi avoir des gens qui vont vous parler tout à fait correctement, mais qui vont vous dire des choses qui sont totalement inappropriées. Alors, pas inapproprié au sens où on peut souvent le penser avec les femmes, non, mais inapproprié dans le sens où ils vont vous parler que il y a la vache qui est dehors, mais la vache elle est toute rouge, derrière la vache il y a des chevaux, alors qu'en réalité ils vous parlent de la voiture qui est noire et derrière il y a des arbres. Il y a des incohérences. C'est inapproprié. Ce sont des thèmes, ce sont des mots inappropriés. Alors ici, c'est encore une phrase plus ou moins construite, ça pourrait très bien être une phrase où les mots mis bout à bout ne veulent rien dire ensemble. Ça, c'est ce qui sort de la bouche, mais ce qui se passe dans leur cerveau, c'est la même chose que ce que je suis en train de vous parler, comme ça. C'est clair, net et rapide. Ça va. Et enfin, si ces 3-là sont positifs, en fait, il faut appeler le SAMU. Il ne faut pas attendre. Pourquoi? Parce que le traitement de l'AVC, idéalement, c'est en moins de 4h30. Ça, c'est l'idéal. Est-ce qu'on détecte un AVC en moins de 4h30? Pas toujours, malheureusement. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on détecte les AVC le matin en se levant, avec le compagnon qui est à côté, ou le soir en allant dormir ou en voulant aller manger. Et qu'on se rend compte que, en fait, c'est bizarre, ça fait quand même quelques heures que je ne l'ai plus. Okay. Généralement comme ça que ça se passe. Voilà. Parfois, ça arrive devant quelqu'un. Et là, vous pouvez jouer au loto. C'est extraordinaire. Ça. Surtout quand ça a été un appel au 112 qui a été fait rapidement. Ensuite, on a l'hémorragie cérébrale. Là, on va parler de la rupture d'anévrisme, entre autres. Rapidement, au niveau de la structure du crâne, qu'est-ce qu'on a? La peau, ce qu'on appelle la peau névrose en dessous. On a ensuite le périoste. Pourquoi? Parce que c'est la périphérie de l'os. Puis on a l'os. D'accord. En dessous de l'os, on a 3 couches qui vont permettre de protéger le cerveau en lui-même de l'extérieur et des éventuels impacts qu'on pourrait avoir. Il faut savoir que le cerveau baigne dans une espèce de liquide. Et en fait, c'est ce liquide qui permet d'absorber un peu les chocs quand vous avez votre tête qui bascule d'un endroit à un autre. D'accord. Vous avez ces 3 petites couches-là qui sont la durmelle, l'arachnoïde et la primaire. Et à l'intérieur, enfin, ces endroits-là, on peut retrouver beaucoup de vascularisation et on pourrait avoir des saignements qui vont aller se faire. Généralement à cause de quoi?
un pouls au niveau de la tête, un accident de circulation où la tête a basculé d'avant en arrière et de gauche à droite, le syndrome du bébé secoué, tout ça, ce sont des hémorragies cérébrales. Ensuite, au niveau de l'œdème cérébral, ben là, c'est plutôt du liquide qui va s'accumuler au niveau du cerveau. D'accord. Un œdème, c'est du liquide, une hémorragie, c'est du sang. Ça va. Alors ici, on voit un peu les différents œdèmes diffus qu'on peut retrouver. C'est un gonflement du cerveau après accumulation de liquide dans les tissus, qui n'est pas forcément du sang. On pourra avoir des lésions hémorragiques diffuses, et de ces lésions hémorragiques-là, d'avoir du plasma qui va aller sortir et qui va aller se mettre ailleurs, qui peut provoquer un œdème. D'accord. Les hématomes intracrâniens. Pourquoi intracrânien? On pourrait être plus précis qu'intracrânien, parce qu'en fait, intracrânien, c'est à l'intérieur du crâne, à l'intérieur de la boîte crânienne. On pourrait très bien dire que c'est une hémorragie sous-arachnoïdienne, une hémorragie de la durmène, etc. Là, en l'occurrence, on va être plus généraliste, on parle d'une hémorragie intracrânienne. L'évacuation de l'hématome peut se faire par une ponction. On va venir avec une foreuse, on va aller forer au niveau de la boîte crânienne pour pouvoir finalement faire une ouverture. Un peu le même principe que si vous aviez une. Vous avez une. Vous voyez les ballons d'expansion du chauffage, les grosses rouges qu'on retrouve avec du chauffage. Et normalement, vous avez un espèce de ballon à l'intérieur qui gonfle. En fait, pour pouvoir libérer la pression quand il y a trop, normalement, vous avez la possibilité de l'ouvrir, ou alors, si on vient percer avec une perceuse, vous avez la pression qui va sortir de ce. D'accord. C'est le même principe. Sauf que là, normalement, vous avez du liquide qui va en sortir. Et enfin, on a un souci avec ce cerveau-là. Votre cerveau, quand vous avez du liquide, que ce soit du sang, du plasma, du cérébrachien, peu importe, le liquide, généralement, en réalité, il va venir se mettre au-dessus. Au-dessus, et votre cerveau, il va chercher le seul échappatoire qu'il a, c'est le trou occipital qui est ici. C'est pas très grand, le trou occipital, c'est assez petit. Pourquoi? Parce que votre cerveau, il est gros au-dessus, et plus on descend, et plus en fait, on va se rapetissir pour arriver au niveau du trou occipital. Le problème, c'est que votre cerveau, il va essayer de sortir par ce micro-échappatoire, mais il ne sait pas se comprimer. Et en plus de ça, au niveau du tronc cérébral, qui se trouve ici, le tronc cérébral vous permet de pouvoir contrôler la respiration et la fonction cardiaque. Sauf que si je viens avec mon tronc cérébral au niveau du trou occipital, qui est en entonnoir, à un moment donné, ça va se comprimer. Et en comprimant mon tronc cérébral, eh bien, je vais ralentir, voire arrêter la fonction vitale du cœur et ou des poumons. Et donc, j'ai induit la mort chez mon patient par ce qu'on appelle un engagement cérébral. Ça va? On peut avoir troubles cognitifs, comportement et mémoire, dans les œdèmes cérébraux diffus, troubles moteurs, paralysie, équilibre et épilepsie, et ça peut amener à la mort s'il y a un engagement cérébral qui vient s'injecter. La thrombose veineuse profonde. On appelle ça la TVP de manière générale. Ça, c'est le terme que vous entendrez quand vous irez. Vous avez déjà été à l'hôpital ou pas encore? C'est à partir de janvier que vous allez à l'hôpital, c'est ça? Donc, à l'hôpital, on ne parle pas de thrombose veineuse profonde, hein, c'est fort long comme mot, on parlera de TVP. Okay. La TVP, c'est quoi? C'est en réalité des. Donc, vous avez normalement dans votre veine, vous voyez que vous avez une espèce de valvules, des espèces de valves là. Hein, et elles sont dans le bon sens, hein, comme elles sont là, avec le flux sanguin qui va vers le haut. Les valves, en fait, à chaque fois que vous marchez, vous avez votre muscle qui vient serrer au niveau des veines pour faire remonter le sang jusqu'au cœur en passant par la veine cave inférieure. D'accord? Ça, c'est le principe de base. Vous avez des gens qui vont avoir trop de coagulation, qui vont avoir des caillots de sang qui vont se former. Ces caillots de sang-là, au niveau des veines profondes, ça va provoquer une obturation. Vraiment, ça va empêcher, ça empêche le flux sanguin de pouvoir continuer à avancer. Et à ce moment-là, si le flux sanguin n'avance plus, qu'est-ce qui se passe? Comme on avait vu tantôt pour
l'œdème et pour la décompensation cardiaque gauche ou droite, peu importe, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il faut bien que l'eau aille se mettre ailleurs, donc elle va aller se mettre dans les jambes, dans le réseau secondaire vasculaire périphérique. D'accord? Et donc, vous avez des gens qui peuvent commencer à avoir des jambes qui deviennent un peu plus grosses. Alors, le problème de la thrombose veineuse profonde, c'est que ben, si vous détectez cette TVP, comment est-ce qu'on détecte une TVP? Vous avez commencé? On pourrait avoir des maristes, ouais, mais là, on est plus sur du périphérique. La thrombose veineuse profonde, c'est vraiment les veines profondes de la jambe. On a une rougeur de la peau, on a une chaleur et un gonflement, un œdème. D'accord? Ça, c'est les signes et symptômes qu'on va trouver au niveau de la TVP. Si vous détectez ça sur la jambe d'un patient ou d'une patiente, voilà, c'est à ça qui va arriver, on ne masse surtout pas. Pourquoi? Parce que sinon, le caillot peut être délicat. Exactement. Et donc, si on suit le parcours, j'ai mon caillot qui est dans la jambe, dans le mollet. Généralement, c'est dans le mollet. Il est dans mon mollet droit. Prenons. Et vous massez ça, bouchez. Qu'est-ce qui se passe? Le caillot, il monte où après? Pas dans les ganglions, parce que les ganglions vont être dans le système lymphatique. Bon, on reparlera du système lymphatique après. Mais ce caillot de sang, il va remonter où en suivant le trajet vasculaire avant d'arriver au cœur? Quand on a un vaisseau qui revient vers le cœur, on appelle ça une. De manière générale, le vaisseau qui revient au cœur, on appelle ça une veine. Okay? Donc, pas une artère. Les artères, c'est ce qui sort du cœur. Donc, quand je reviens vers le cœur, je reviens par une veine. Si je arrive au niveau de la veine saphène, c'est la veine qui est ici à l'intérieur. Veine saphène. Ensuite, on arrive à une veine. Là, on a le os, la cuisse, le fémur. On a la veine fémorale. La veine fémorale va monter jusque la veine. Vous avez entendu? La veine cave. Et la veine cave, laquelle? Inférieure. La veine cave inférieure. D'accord? Je remonte la veine cave inférieure. Ah, c'est là qu'il faut faire les liens. C'est ça qui est difficile. Système vasculaire, c'est facile, mais c'est quand on fait les liens, c'est compliqué. Veine cave inférieure. La veine cave inférieure, elle arrive où au niveau du cœur? L'oreillette. Laquelle? Gauche, droite? Oreillette. Ah, ma droite. Qui dit l'oreillette droite? Qui dit l'oreillette gauche? Ah, c'est bien, plus personne dit oreillette. C'est l'oreillette droite. Ça va? C'est l'oreillette droite. De l'oreillette droite, ça va dans quoi après? Dans lequel? Gauche ou droite? Ventricule droit. Et le ventricule droit, ça va vers quoi après? Ça sort du cœur, donc c'est une artère. Vers quel organe? Vers les poumons. Mais si j'ai un caillot qui vient de ma veine saphène, qui remonte ma veine fémorale, qui arrive au niveau de ma veine cave inférieure, qui rentre dans mon cœur, puisque de là, on part d'une veine saphène pour arriver à une veine fémorale. Je schématise, c'est pas aussi beau. Veine fémorale, la veine cave inférieure, pour rentrer dans une oreillette, pour aller dans un ventricule, pour sortir dans une artère pulmonaire, pour après arriver à des capillaires pulmonaires. À un moment donné, ça va bloquer, boucher. Si c'est un caillot qui vient boucher au niveau des artères pulmonaires, on appellera ça une embolie pulmonaire. Ça va? Vous voyez comme ça se lie. Les pathologies respiratoires sont parfois induites par des pathologies circulatoires. Ça va? D'où l'importance de comprendre le système. Et surtout de comprendre, c'est bien de savoir qu'il ne faut pas masser une jambe qui est chaude, peu démaciée. C'est bien. C'est encore mieux de comprendre pourquoi je ne le fais pas. D'accord?
Alors, rougeur, chaleur, gonflement, et alors on a souvent quand même une petite douleur qui peut apparaître à ce moment-là. C'est généralement en bas, on a une tuméfaction avec un ulcère, un gonflement et une jambe chaude, une indication d'une thrombose veineuse profonde chez votre patient. La grande veine saphène qui remonte, ou la veine tibiale antérieure, la veine tibiale postérieure, donc l'occipitaire, la veine fémorale, etc. Et on remonte. Ce ne sont que des grosses veines, hein, ça. Ça va? Tout ça, c'est que des grosses veines. Après, on a toutes les veines périphériques. On s'en occupe moins parce que c'est des plus petits caillots qui pourraient en venir. Et généralement, c'est des caillots qui vont se dégrader au fur et à mesure de l'avancée dans le système circulatoire. Des questions pour ça? C'est clair jusque-là? Bon. En synthèse, 4 points de niveau. Le sang se compose de globules rouges, de plaquettes et de plasma. L'AVC se détecte avec le signe vite, c'est-à-dire qu'encore vite. Visage qui est comment? Ouais, le visage qui est paralysé d'un côté. Le I, c'est incapacité à lever les deux bras à la même hauteur, ou à serrer les deux mains de la même force. OK. Le T, le trouble de la parole, demande de répéter une phrase simple, c'est ce qu'il y a de plus simple. De répéter une phrase simple, en disant il fait beau dehors, et il répète quelque chose qui n'a rien à voir ou qui est incompréhensible. Et le E, extrémisant, ça veut dire que on appelle les secours, et les secours, c'est le 112. Ça commence à rentrer, 112. Et on va faire ça, également, au moins de après le début des symptômes. 4h30, après le début des symptômes. Est-ce que d'office, on va pouvoir détecter le début des symptômes facilement? C'est d'être sûr que ça a commencé à ce moment-là? Non, ça pourrait arriver quand? Pendant la nuit, on détecte ça le matin, ou alors on a d'autres moments sur la journée, plus le soir, donc c'est plus propice à la détection et pas forcément à l'apparition des symptômes. C'est plus propice à la détection qu'à l'apparition des symptômes. Une hémorragie cérébrale peut passer inaperçue ou se manifester par un patient dit bourré ou encore inconscient. Je n'avais pas fort parlé, mais on peut avoir ce qu'on appelle un syndrome d'ébriété. Donc, c'est des gens qui ont l'air d'être sous, hein, mais qui en réalité, ils vont ramasser un coup au niveau de la tête, soit par quelque part, ou bien un matériel qui est tombé sur la tête, qui peut être totalement cette démarche où ils vont de gauche à droite et quand on parle, il n'y a rien qui est cohérent dans leur discours, vraiment comme s'ils avaient vu un verre, mais ils ne sentent pas du tout l'alcool. Et ça, parce que quelqu'un sent l'alcool, que quelqu'un est alcoolisé. C'est pas non plus parce que quelqu'un a une bouteille d'alcool vide avec lui qu'il a consommé de l'alcool. Hein, quand vous avez fait une soirée à la maison et que le lendemain, vous allez apporter vos bouteilles vides dans la bière verre, vous n'allez pas forcément picoler juste au moment d'aller déposer des bouteilles vides dans la bière. OK. Tout ça pour dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne faut pas porter un jugement, il faut s'en tenir aux faits. Si vous détectez qu'il y a une altération de la conscience ou qu'il y a une altération dans le comportement des gens, on s'arrête à ça. On va éliminer les causes somatiques, les causes de maladie et d'intoxication, pour savoir s'il n'y a pas une cause psychiatrique derrière qui pourrait avoir. Entre autres, dans les causes somatiques et maladies, on peut trouver l'hémorragie cérébrale ou l'œdème cérébral. OK. On peut avoir dans les hémorragies cérébrales des gens qui, plus que d'avoir une altération du comportement, pourraient avoir une altération de la conscience, des gens qui sont éveillables uniquement à la parole. Quand on leur parle, il y a un mouvement qui font une ouverture des yeux, ou encore pire, une altération de la conscience avec un patient qui est éveillable à la douleur, on est obligé de le stimuler douloureusement. C'est pour ça qu'on prend les épaules de quelqu'un et qu'on le secoue prudemment par les épaules et qu'on appelle de vive voix quand on est face à quelqu'un d'inanimé. D'accord? On va stimuler verbalement et physiquement la personne. Le but n'est pas de le secouer comme un punais et de faire un traumatisme cérébral en plus. Hein? On ne fait pas encore ce qu'il a, on fait attention. La claque dans le visage, c'est un truc qu'on oublie. On met de côté. Ça va?
Mais on se coupe prudemment par les épaules. On appelle de vive voix quelqu'un qui semble inanimé pour savoir s'il est inconscient ou pas. Donc, on considère quelqu'un d'inconscient à partir du moment où il regarde à la douleur. D'accord, on le considérera d'inconscient. Et enfin, vous avez des gens qui sont totalement aréactifs, qui sont non réactifs, qui, eux, ne réagissent à rien, même pas à la douleur, même pas à la douleur profonde. Voilà. Et on peut retrouver ça dans les hémorragies cérébrales. Pourquoi? Parce que le sang va les comprimer au niveau du cerveau, et le cerveau va arrêter de fonctionner normalement. Ok? Ça va jusque-là? Et enfin, la TVP se détecte par un ordre rouge, chaud, douloureux et un gonflement. Vous doutez bien que si vous êtes à l'hôpital et que vous détectez ce genre de choses-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Très bien. Est-ce que vous allez pouvoir prévenir le médecin? Bon, le médecin, il n'est pas souvent là. Par contre, il y a quelqu'un qui est tout le temps là. Ah, c'est l'infirmière. Voilà. Je prêche un peu pour mon paroisse, mais c'est la vérité. Ah, vous avez déjà été rendre visite dans un service à l'hôpital. Vous rencontrez qui? Le docteur ou l'infirmière? Rien. Faut courir pour voir le docteur. Vous faites demander à l'infirmière 4 fois pour voir le docteur. Voilà. Prévenez l'infirmière. Il y a des choses qui doivent être mises en place directement pour pouvoir justement essayer de limiter ce risque de TVP et de remonter le caillot jusque quel organe encore? Plus que le cœur, les poumons. D'accord? Si ça arrive aux poumons, ça peut faire une embolie pulmonaire. Oui, pas plus que ça. Tiens, une question subsidiaire. Comment est-ce que je peux faire? Il y a deux moyens pour pouvoir prévenir la thrombose veineuse profonde chez quelqu'un qui est ou alité ou en station prolongée de les vasocontentions. Ça, c'est la technique non médicamenteuse. Hein. Lever les jambes, oui et non, parce qu'en fait, en levant les jambes, on va vraiment faire un retour veineux qui sera assez important et on va diminuer la pression qu'on aura au niveau du briquet, ce qui n'est pas forcément cherché d'office, mais ça peut contribuer. Ou alors, on peut très bien aussi avoir des massages par le kiné, généralement dans le kiné. Ouais. Anticoagulants. Alors, on a des anticoagulants, mais est-ce que vous avez une idée du nom des anticoagulants qu'on peut avoir? Ou de la manière dont on peut les avoir? Clexane, oui, très bien. Clexane, qui porte aussi un autre nom, s'appelle la fraxiparine. C'est ce qu'on appelle des héparines de bas forme moléculaire, donc peu importe pour information personnelle. Et on fait ça comment les Clexane, la fraxiparine? Des piqûres qui se font. On peut le faire dans le ventre, c'est pas exactement dans le ventre, on peut le faire dans la cuisse, on peut le faire. C'est plus facile. C'est dans quelle partie de la peau qu'on fait ça? Dans les centimètres. On fait un pivot. On fait un pivot. Et on pique dans l'épiderme? À quel endroit? Donc on va passer l'épiderme, ça je suis là. À quel endroit est-ce qu'on va aller injecter? Où est-ce que le produit va aller se dissoudre? Ça peut aller dans le derme, ouais. Le derme est assez fin, donc en fait, on va plutôt aller se trouver dans l'épiderme. En fait, c'est ce qu'on appelle faire une injection en sous-cutané. Ça va? L'aiguille n'est pas très longue, elle n'est pas très moche. Généralement, c'est pas vraiment mal, d'accord? Ça fait le moins mal que d'avoir un vaccin. Voilà, je ne pas tout le d'accord. Effectivement, pas petit peau, petit de la peau, on fait. Il y a des choses de petite bulle aussi. Il ne faut pas acheter cette bulle-là. Si jamais vous le faites vous-même, vous faites à vos proches des Texans, hein, ça peut arriver des fois. On les vend en fer, ils ne sont pas aussi faire eux-mêmes. Il ne faut pas acheter la bulle. C'est super important. Là, en fait, elle permet de chasser le liquide pour éviter que le liquide ne ressorte. Donc, ça chasse le liquide vers le devant. Voilà. C'est bon pour vous? D'autres questions? L'emboli pulmonaire, vous dites que c'est un caillot qui vient boucher, mais ça peut être autre chose qui provoque ça? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre, à part un caillot ou une embolie pulmonaire? Une infection? Non, pas vraiment une infection. On a l'embolie pulmonaire qui est due à un caillot qui serait ischémique. On peut avoir d'autres embolies pulmonaires. Qu'est-ce qui peut d'autre? Non, pas hémorragie. Mais qu'est-ce qui peut d'autre boucher un vaisseau?
qu'un cahier de sang, juste un cahier de sang. Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Est-ce que du cholestérol, on peut trouver donc une embolie pulmonaire lipidémique qui ne va pas vraiment, c'est des plaques d'athérome qui vont venir. Il y a un autre truc qui peut boucher une artère et qui, quand c'est pas censé se retrouver dans les vaisseaux sanguins, mais parfois on peut trouver ça dans les vaisseaux sanguins. Là, c'est plus technique déjà. Une embolie pulmonaire gazeuse. C'est une bulle d'air. Une jeune bonne bulle. Une bonne bulle d'air qui, en fait, la bulle d'air empêche le liquide de pouvoir passer. Alors, ça pourrait être dû à une grosse coupure au niveau artériel ou au niveau veineuse, notamment. Vaccin, pourrait, franchement, c'est très peu. C'est très, très. En fait, il faut pas avoir peur. Il faut bien vous dire une chose. C'est comme quand vous voyez parfois des bulles d'air dans les tubulures, des perfusions. Parfois, vous voyez des bulles d'air, c'est des stress, c'est quand même d'air, il faut savoir qu'il faut plus qu'une tubulure entière d'air pour vous tuer. Ça va. Donc, on est cool. Et une tubulure entière, c'est plus ou moins 7 millilitres. C'est beaucoup, 7 millilitres. C'est déjà pas mal. Donc, ici, on parle vraiment d'une embolie pulmonaire gazeuse, ça veut dire qu'il y a une bulle d'air quelque part qui est arrivée. Ça peut être par différents moyens. Ça peut arriver via, entre autres, les accès veineux, un accès veineux qui serait resté ouvert et dont une valve ne peut pas permettre d'empêcher l'air de rentrer. Ça arrive, mais c'est assez grave, il faut attendre ça non plus. Et donc, il y a de l'air qui rentre à l'intérieur du réseau vasculaire. Et là, ça peut rentrer n'importe où, hein. La main, le poignet, le bras, la cuisse, la jambe, peu importe. Donc, ça rentre à l'intérieur. Ça va passer, c'est assez l'entonnoir, ça grandit, là. Ça va passer dans le cœur, ça va sortir par la tête pulmonaire, déjà assez dégueulasse. Et puis ça va aller vers l'entonnoir très précis pour arriver vers les petits capillaires artériels au niveau pulmonaire. Là, on va vraiment un bouchon d'air qui va aller qui empêche le front. C'est aussi grave. C'est aussi grave que d'avoir une embolie pulmonaire due à un kilo de sang. C'est plus rare. C'est plus rare qu'un embolie pulmonaire. Ça va? Ça répond à vos questions? D'autres questions? Stress, angoisse? Envie de sauter de la fenêtre parce que c'est l'info ou bien ça vous paraît compliqué? J'essaye que ce soit le plus complet et le plus imagé et simple possible pour que vous reteniez le plus important. Ouais. Mais comment retenir à long terme? C'est de faire des QCM. Ouais. Ça, c'est la mémoire à court terme. Là, aujourd'hui, cet après-midi, vous allez être capable d'expliquer généralement 50-65% de ce que j'ai envie de raconter. Si vous faites des QCM, vous allez être capable de retenir 70 à presque 90% en fonction du nombre de fois que vous faites les QCM, 70 à 90% des informations importantes. D'accord? Donc, ce qui se trouvera dans les QCM, c'est l'information vraiment importante. Okay. Vraiment, plus ou moins, 80% des questions sont basées sur les QCM que vous avez, auxquelles vous avez accès sur le CV. Voilà. Bon.